Je pense que Ouais. c'est important. Ça, c'est un point, parce que dans le monde francophone, j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'a pas trop été couvert. Donc, c'est cool d'être là, les gars. Je pense que la plupart, il y a pas mal de gens dans le monde, dans le Bitcoin game francophone qui connaissent pas Francis. Je vais faire une petite introduction pour que tout le monde comprenne qui c'est. Et en gros, l'objectif, c'est de parler un petit peu de tous ces sujets d'actualité là pendant 1 heure, et ensuite de prendre une petite demi-heure pour faire monter les gens et parler un petit peu de tout ça, poser des questions, apporter son point de vue, quoi. Donc, pour les auditeurs français qui connaissent pas Francis, c'est un vétéran, que dirais-je, un OG du Bitcoin game. Donc, il est éducateur Bitcoin depuis 2013. Il a notamment travaillé à l'ambassade Bitcoin à Montréal, qui était l'un des premiers lieux physiques qui était consacré donc à l'adoption de Bitcoin. Pour que vous ayez une petite idée du personnage, c'est le genre de personne, Francis, qui minait Bitcoin en 2014 pour chauffer son appartement, si la légende est vraie. Euh, et donc en 2018, il a lancé au Canada un échange Bitcoin, Bull Bitcoin, qui est donc un échange non custodial. Et donc si vous le suivez sur Twitter, vous devez savoir que c'est quelqu'un qui est très attaché à la souveraineté monétaire et individuelle. Et c'est notamment la raison pour laquelle il nous parle aujourd'hui du Costa Rica et non du Canada. Donc voilà, ensuite nous avons Théo, notre Autrichien économique, et Gilles, Hi. notre maximaliste officiel français. Est-ce que, Théo, tu peux revenir un petit peu pour les gens qui n'ont pas forcément suivi sur les dernières actualités, notamment ce qui s'est passé avec Samouraï et Wasabi, tout ça? Ouais, pas de problème. Du coup, je crois, je sais plus si c'était mercredi ou jeudi dernier, le 25 avril, il me semble. Du coup, William Lonegan Hill, alias T-Dev, et l'autre cofondateur de Samurai, Kion Rodriguez, ont été arrêtés respectivement au Portugal et en Pennsylvanie par le FBI, chargés d'opérer une société de transfert de fonds non réglementée, en gros. Et à la suite de cette annonce, pas mal de fournisseurs de wallets non custodiaux comme Phoenix, qui est développé par la société française A5, et Wasabi Wallet, qui est un autre wallet CoinJoin, ce que on va essayer d'expliquer un peu après, ont annoncé qu'elles retireraient leurs applications des App Store US et qu'elles arrêteraient de servir des clients américains. Et 1 heure ou deux, je crois, un truc comme ça, avant le début de ce space d'ailleurs, Wasabi Wallet a complètement annoncé qu'ils arrêtaient, qu'ils interrompaient leur coordinateur. Et donc, à ce stade, il faut peut-être, j'explique rapidement ce que c'est un CoinJoin, un coordinateur CoinJoin pour comprendre en fait pourquoi cette news elle est un peu importante et elle est significative. Mais en fait, un coordinateur CoinJoin, ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il permet à des gens qui veulent construire une transaction ensemble de se trouver et de se coordonner, comme son nom l'indique. Et donc, essentiellement, le point important, c'est qu'il ne reçoit pas de fonds. Il ne prend pas la custody de fonds pour des clients et il ne prend pas le contrôle de fonds pour des clients. Ce n'est pas comme une institution financière dans laquelle vous pouvez déposer de l'argent, etc., etc. Ce qui, en général, est le type d'institutions qui sont visées par ces attaques de blanchiment d'argent ou ces chefs d'inculpation d'opérations de transfert de fonds sans licence, etc., etc. Et du coup, effectivement, dans le chef d'inculpation qui a été mis en avant par le procureur américain, on a droit à un numéro de gymnastique intellectuelle et de mauvaise foi de haute volée pour essayer de justifier que Samurai Wallet, justement, était, comme il le justifie, une société qui effectue du transfert de fonds pour des tiers sans licence. Et en fait, c'est pas forcément un sujet complètement nouveau parce qu'il y a déjà eu un cas un peu similaire avec un CoinJoin Ethereum qui s'appelle Tornado Cash. Je crois que c'était en 2020, fin 2000, mi ou fin 2022. Vous me corrigerez si je me trompe. Et en fait, bon, tout ça c'est particulièrement inquiétant parce que en tant que tel, ce genre de services ils sont protégés par la liberté d'expression, justement parce qu'il s'agit juste d'échange d'informations. Il s'agit vraiment juste de permettre à des gens, en fait, de passer enfin d'échanger leurs adresses et de pouvoir construire des transactions avec leurs inputs de manière à les dépenser sur de nouvelles adresses. Et effectivement, en pratique, ça permet de casser les heuristiques d'analyse de certains outils d'analyse de chaîne comme Chainalysis.
Mais si des gens sont impliqués dans des activités de blanchiment d'argent ou quelconque activité illégale, c'est les clients et les gens qui effectuent ces transactions et qui ont la custody des fonds qui sont responsables. C'est pas le coordinateur qui, lui, encore une fois, se contente de permettre d'échanger des informations. Et du coup, le problème derrière avec ça, c'est que cette caractérisation juridique et notamment la fermeté des inculpations qui ont suivi, bah, ça crée un flou gigantesque pour beaucoup d'entreprises de secteur et beaucoup de fournisseurs de wallets self-custodiaux, bah, comme notamment A5, et aussi Wallet Wasabi. Et c'est pour ça qu'ils se sont retirés des États-Unis. Donc, je pense que comme genre présentation dans les grandes lignes de ce qui s'est passé, ça suffit. De toute façon, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail de ces différents points au fur et à mesure de la discussion. Ouais, puis un truc à rajouter, c'est que dans le cas de Tornado Cash, qui effectivement c'était un mixeur Ethereum, que j'ai pas la prétention de comprendre, de dire que je comprends comment Ethereum ça fonctionne, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle un motion to dismiss, donc ils ont demandé à la cour de, je sais pas comment dire en français là, mais de dismiss, de faire tomber la poursuite, et le procureur américain a répondu à cette demande de la défense de Tornado Cash. Et ça s'est passé, je pense, le lendemain de l'arrestation de T-Dev puis de Kian. Et dans leur réponse, ils ont créé une interprétation juridique, mais complètement débile, de qu'est-ce qui constitue un money transmitter. Avant cette interprétation juridique, en fait, il faut bien dire encore que c'est pas dans la loi américaine, là, et il n'y a pas de précédent parce qu'il n'y a pas eu de jugement de la Cour là-dessus. Mais la prétention des autorités américaines, c'est que, contrairement à ce que la défense dit, qui est que si l'entité, que ce soit un wallet ou un service web, ne contrôle pas l'argent, donc n'a pas accès aux clés privées ou ne reçoit pas spécifiquement l'argent, même s'il ne reçoit pas l'argent, s'il facilite la transaction de n'importe quelle manière que ce soit, tu peux être considéré comme un money transmitter. Pour l'anecdote, ils parlent dans leur argumentation qu'un câble USB en deux devices peut être un outil de transmission. Ils pensent qu'une poêle pour faire de la cuisson peut faire de la transmission de chaleur. Donc, ils essaient d'élargir la définition de qu'est-ce qui consiste la transmission. Et ça, pour moi, c'est vraiment un shift monumental là, dans le narratif. Et si jamais ça a force légale, ben c'est catastrophique là, honnêtement pour toutes les applications Bitcoin, parce que ils disent dans leur texte que n'importe quelle facilitation de la transmission, que ce soit de financer du software, de décrire du software, de rouler du software, pourrait être considéré comme une activité de transmission. Ça, évidemment, ça inclut tous les non-custodial wallets, qu'il y ait du conjoin ou non. Ça inclut potentiellement les nœuds Lightning, potentiellement les nœuds Bitcoin. Ça inclut, selon moi, très certainement les mining pools. C'est très difficile de trouver un modèle d'affaires dans Bitcoin qui serait pas considéré comme étant de la transmission. Et aussi, dans le cas d'A5, A5, non seulement c'est un wallet, mais c'est aussi un Lightning Service Provider. Right? Puis, dans le cas d'un Lightning Service Provider, quand ton wallet A5 ou n'importe quel wallet qui utilise un LSP reçoit un paiement Bitcoin sans avoir assez de inbound capacity dans ton Lightning wallet, ben, le Lightning Service Provider, il va router le paiement du mandataire et ouvrir un channel avec le récipiendaire. Donc, ça, est-ce que c'est considéré comme un Money Transmission Activity aux États-Unis? Ben, selon une définition très large qu'il semble poursuivre certainement. Les services aussi qui font des loop-out. Donc, si tu veux passer de Lightning à on-chain avec un service de swap, comme Lightning Labs offre ça, Synonym offre ça, Bolt offre ça, je sais pas là, il y a une quinzaine de services là, qui offrent des services de loop-in, loop-out de Lightning. Est-ce que c'est un service de transfert de fonds? Ben, selon cette définition encore là. Donc, très clairement, là, on voit qu'ils essayent de faire entrer le plus de modèles d'affaires possible dans la définition de money transmitter, alors qu'avant, avant, c'était plutôt restreint aux échanges fiat to Bitcoin, tu sais, et qu'est-ce que ça fait de devenir un money transmitter aux États-Unis? Ben, en fait, c'est simple, il faut que tu fasses du KYC sur tout le monde, right? Donc, il y a rien qui empêche un service de swap
ou à 5, tu sais, de faire un service où est-ce que tu dois t'enregistrer chez A5 en premier, puis donner ton passeport, puis après ça, A5, il va faire tu sais, il va garder les KYC data de tout le monde. Tu sais, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de faire ça, mais évidemment, tu sais, je pense que c'est un peu ça, c'est un peu ça l'intention, là, right? L'intention, c'est de faire rentrer le plus de modèles d'affaires dans Bitcoin afin d'implémenter des points de KYC partout. Peut-être juste pour apporter une toute petite précision sur les points que tu as abordés là. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, quand on utilise Lightning de manière self-custodial, il faut gérer ce qu'on appelle des canaux. Donc en fait, il faut bloquer des bitcoins pour pouvoir envoyer et recevoir des paiements, ce qui est une activité qui n'est pas forcément très simple quand on n'est pas féru de technologie et qui demande de toute manière un peu de temps et donc de savoir-faire. Et donc effectivement, pour des questions de qualité d'expérience d'utilisation, les fournisseurs de wallets comme Phoenix Wallet, en fait, mettent en place des services, donc que ce soit les swaps, les loopouts dont Francis avait parlé, ou justement fournissent de la liquidité entrante pour qu'on puisse recevoir des paiements de manière assez simple sans avoir de besoin de gérer ses propres canaux. Donc ils font ça automatiquement sans trop que l'utilisateur s'en rende compte. Et effectivement, selon la caractérisation que le procureur américain a donnée là, durant l'affaire Samouraï, bah, ça pose une question énorme pour tous ces fournisseurs de services, qui est que bah, ils peuvent être considérés comme des money transmitters, ce qui effectivement change complètement leur business, leur modèle d'affaires, crée un flou réglementaire énorme, etc., etc. Donc c'était juste pour expliquer le point sur Lightning. Et également juste ajouter que en pratique, si on ne peut pas faire ça sur Lightning, en fait, bon, ça devient quasiment impossible à utiliser à grande échelle parce que le fait de faire tourner un nœud, de gérer ses canaux, etc., si on est un peu honnête et réaliste, c'est pas forcément à la portée de tous les êtres humains sur la planète, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est si le Lightning Service Provider Model est considéré comme un système de transmission monétaire, le self-custodial Lightning, c'est dead, là, complètement. Ouais, le risque, c'est vraiment que ça fasse jurisprudence et je pense que l'objectif, c'est vraiment de transformer Bitcoin en une espèce de fiat digital. Donc, on est vraiment là sur des sujets assez importants. T'en penses quoi, toi, Gilles, de tout ça? Moi, je pense il y a clairement une espèce d'accélération déjà dans les actions que prennent les gouvernements. Après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment ça va se passer au niveau global. On voit que les gens se retirent des États-Unis, mais quid de l'Europe derrière? Bref, tout ça, on va en parler sûrement par la suite, mais enfin bref, je trouve ça assez inquiétant. Mais bon, je pense que Bitcoin va quand même survivre, mais bon, then they fight you and then you win. Donc voilà, on va fight. Voilà, c'est ça mon avis. Merci, Général. C'est vrai que là, on est rentré dans une phase où ça devient concret. Là, le FAQ, il commence à devenir concret. Toi, Théo, je sais que tu avais traduit un article d'Alex Gladstein qui revenait sur les crypto wars. Et je sais qu'il y a Laurent qui a tweeté là-dessus. Je crois qu'il est il était dans le space tout à l'heure. Est-ce que du coup, on peut considérer aujourd'hui que Code is Speech, parce que c'était un petit peu les jeux qu'il y avait dans les années 90? Ouais, bah, j'avais pris le temps de traduire cet article de Gladstein. Je crois qu'il l'a publié en 2021, un truc comme ça. Notamment parce que j'ai trouvé l'histoire que je connaissais pas du tout, moi, à la base, super intéressante et parce que je pense que quand on veut vraiment comprendre l'intérêt de Bitcoin, à quel point c'est une technologie de rupture et quelles sont ses origines, il faut vraiment se pencher sur cette préhistoire, entre guillemets. Et en fait, ce qu'il racontait dans l'article, c'était entre guillemets la lutte de certains cypherpunks à la fin des années 80, au début des années 90, lorsque PGP, donc, qui est un logiciel de chiffrement fort, donc Pretty Good Privacy en anglais, euh, avait été créé. Alors, je ne sais plus quelle institution aux États-Unis avait décidé de le mettre en fait sur une liste d'embargo considérée comme une arme en fait dont l'exportation et l'importation doivent être contrôlées, etc., etc. Et effectivement, ça rentrait en ligne avec une histoire de la cryptographie qui est très liée à des applications militaires. Et donc comme ça, si on regarde le truc sans aller plus loin, on se dit ok, ça peut faire sens. Sauf qu'il faut bien voir que les autres trucs dans cette liste, c'est genre des avions de chasse, des lance-missiles, des radars, etc. Enfin, c'est pas juste un couteau et un flingue, quoi.
Et en fait, le fait est que du coup, les cypherpunks de l'époque, dont Adam Back, hein, l'inventeur du Proof of Work, avait fait un pied de nez au gouvernement américain en montrant que, en fait, c'est juste de l'information et qu'on ne peut pas empêcher la diffusion de l'information. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le code de PGP, ils l'ont imprimé sur des t-shirts, ils l'ont imprimé sur des magazines, sur des tracts, sur des livres, qu'ils ont envoyés un peu partout dans la planète et qu'ils ont essayé de faire circuler le plus librement possible. Ce qui, du coup, a permis finalement de démontrer un peu empiriquement que même si on fait une loi pour empêcher la diffusion de ces informations, en pratique, comment vous voulez m'empêcher de murmurer des mots à l'oreille de mon voisin? C'est juste pas possible. Et donc, même s'il y a peut-être un peu de romance dans la manière dont cette histoire est racontée, ça a conduit à ce que la Cour suprême américaine, finalement, dise que la diffusion de code informatique open source comme ça, etc., ne peut pas être empêchée parce qu'elle est protégée par le premier amendement aux États-Unis et également dans la plupart des pays de l'OCDE par nos constitutions, en ce qu'elle est encadrée par la liberté d'expression. Et donc, à ce stade-là, on avait l'impression qu'effectivement, une grande bataille pour la vie privée avait été gagnée et qu'on allait pouvoir se cacher derrière ce premier amendement et de manière générale la liberté d'expression pour créer des outils cypherpunk, c'est-à-dire des outils qui permettraient l'échange d'informations et, depuis Bitcoin, de monnaie, en pair à pair, de manière la plus anonyme possible, etc., etc., et de la manière la plus résistante à la censure. Et en fait, là, ce qui se passe avec d'abord Tornado Cash et maintenant Samurai, etc., c'est qu'on revient un petit peu sur 20-30 ans on va dire, pas de jurisprudence, mais de pratiques réglementaires pour dire que finalement tout ça on n'en a rien à battre et que maintenant c'est pas tellement ce qui est fait, c'est-à-dire ok c'est de l'échange d'informations, c'est quelle est la portée ou quasiment l'usage qui est fait de ces outils qui va être utilisé pour déterminer si on va foutre les gens qui les ont créés en prison. Ce qui est une manière en plus entre guillemets de dissuader et d'effrayer les développeurs du monde entier de travailler sur ce genre d'outils et aussi une manière de dissuader les utilisateurs de se saisir de ce genre de technologie et donc, comme l'exprimait Francis, de se précipiter vers des rampes KYC, vers des plateformes KYC, etc., etc. Ce qui est particulièrement préjudiciable pour l'utilisation de ces outils de manière générale, leur diffusion et leur développement. Donc, je trouve que c'était une bonne chose que de se replonger dans cet épisode-là. Je vous invite à lire l'article de Gladshine. Alors, il est un peu long, parce que toute l'histoire en question, que j'essaie de résumer un peu rapidement, est super intéressante. Tu sais, je suis loin d'être un expert en droit constitutionnel américain, là, mais honnêtement, les allégations contre Samurai c'est de la fucking bullshit, là, right? Les allégations de money transmission, que ce soit l'argumentation de la défense, pas de la couronne, on n'est pas au Canada, du prosecutor dans le cas de Tornado Cash ou les allégations contre Samurai, tu sais, selon moi, il y a très peu de chances qu'en Cour suprême, la Cour suprême statue contre Samurai. Honnêtement, sur ce point spécifique de money transmission, je pense que la loi, elle est définitivement du côté de Samurai. Mais tu sais, les États-Unis, ils fonctionnent avec une politique genre de shock and awe, right? En anglais, on dit shock and awe. Ça veut dire, on fonce et on essaie de faire peur à tout le monde. Donc, je pense que la stratégie du DOJ américain en ce moment, c'est, bon, même si Samurai va gagner en cours, et si Samurai perd en cours, ils vont aller en cour d'appel et ils vont aller jusqu'en Cour suprême. Et éventuellement, si ça se rend devant la Cour suprême, je pense qu'ils auraient une excellente chance de gagner en Cour suprême. Je sais pas si ça prend combien de temps aux États-Unis, là, mais on parle de plusieurs années. Là. Et leur objectif de faire peur à tous ceux qui travaillent dans le milieu du privacy a clairement été atteint. Là. Donc, que ce soit les LSPs, que ce soit les autres coordinateurs, je veux dire, même si les développeurs de Join Market, par exemple, ils ont absolument rien à te reprocher, c'est clair que ça va refroidir un peu les esprits. Là. Donc, d'un certain point de vue, l'objectif des autorités américaines, il a déjà été atteint, c'est-à-dire de faire peur aux développeurs, de faire peur aux Bitcoin cypherpunks, afin au minimum de les faire aller underground. Je suis sûr qu'il y a des développeurs qui vont continuer à développer des solutions. Là. Il y a évidemment Join Market qui maintenant c'est la seule option pour faire du CoinJoin. Je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes de CoinJoin qui existent live sur le mainnet en ce moment, mais Join Market, c'est la seule. Il y en a un autre, Joinster, mais ils ont atteint leur objectif.
Et ça, c'est quelque chose qui est très typique aux États-Unis. Hein, même si l'Europe c'est une bureaucratie tyrannique, là. Je pense que les Européens qui nous écoutent le savent. Même chose avec le Canada, même chose avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Pas mal tous les pays occidentaux, c'est des pays qui sont aussi tyranniques. Mais le degré avec lequel les États-Unis est allé après les gars de samouraï, c'est complètement fou, là, right? Parce que c'est pas comme s'il y avait eu une discussion de politique publique ou une discussion sur la plaque publique sur qu'est-ce qui consiste en le money transmission et que Samouraï, après avoir su que c'était considéré comme du money transmission, l'ont quand même fait. Je veux dire, les gars de Samouraï, ils opéraient avec probablement avec l'idée que ce qu'ils faisaient, c'était pas du money transmission, obviously, parce que la définition de money transmission n'était pas élargie au moment, cette interprétation-là n'était pas déjà faite. Donc, aux États-Unis, c'est comme si, à la place d'avoir une réglementation qui se fait sur la place publique, ben, c'est les autorités de police, c'est les enforcement agencies ils vont t'arrêter en premier, puis après, c'est à toi de te défendre en cours. Donc, ouais, c'est vraiment intense. D'où la logique des compagnies internationales de se barrer des États-Unis au plus vite. Tu sais, Bitcoin Jungle, le Bitcoin Wallet custodial qu'on a au Costa Rica, nous, ça fait déjà un certain temps qu'on a bloqué l'accès aux Américains. On s'était retiré du App Store américain, du App Store d'iTunes et de Google pour cette raison. Wallet of Satoshi, ils sont partis. Wasabi, ils ont dit qu'ils allaient bloquer les citoyens américains, mais obviously, ils se sont rendus compte que c'est débile parce que Wasabi peut pas bloquer les citoyens américains. Tout comme si Samouraï avait voulu, il aurait pas pu bloquer les citoyens américains. Donc, au lieu de bloquer les citoyens américains, ben, ils ont juste décidé de shutdown. Synonyme, qui fait BitKit, là, c'est un autre LSP, c'est un autre wallet. Eux, ça fait très longtemps, je pense qu'ils ont une politique de s'éloigner des citoyens américains. Donc, voilà où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, là, on est rendu à se sauver des États-Unis le plus vite possible. Mais le bras des États-Unis, il est ultra long, là. Tu sais, si tu opères un LSP en Europe puis que accidentellement tu as un client américain qui fait une transaction avec toi, ce qui est fou, c'est que je veux dire, tu vas pas savoir que tu es en tort avant de te retrouver en tour le matin. Là. Et puis c'est ça qui t'est arrivé. J'imagine que c'est ça qui t'est arrivé à Kian puis T-Dev. Là, je sais pas s'ils savaient, mais moi, d'après moi, ils se sont réveillés un matin puis pouf, ils savent qu'ils ont ils savent ils savent avec leur arrestation. Là. Ils ont pas reçu de lettre, j'imagine. Je serais très surpris. Je connais pas le cas, mais je serais très surpris qu'ils aient reçu une lettre et une invitation à discuter avant de se faire arrêter. Là. Non, je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est comme dans les films hollywoodiens. Mais après, si je peux juste rajouter un truc sur ce que tu disais, effectivement, c'est important à comprendre. Ces autorités-là, notamment FinCEN, ils émettent ce qu'on appelle des guidance, c'est-à-dire qu'en plus de la réglementation et du texte en lui-même, ils donnent des directives, je cherchais le mot en français, qui expliquent comment est-ce qu'ils vont appliquer ces règles-là et comment est-ce qu'en pratique ça doit fonctionner, etc., etc. Et de manière générale, tous les entrepreneurs, enfin toutes les boîtes, elles se basent énormément sur ces guidance qui évoluent au fur et à mesure du temps, avec les usages, avec les technologies, etc., etc. Et il y avait des guidance très très clairs sur le fait que si tu écris du code et que tu mets un wallet dans les mains des gens, t'es pas une institution financière qui transfère des fonds et qui a besoin de faire du KYC et de l'AML, etc., etc., quoi. Ouais, puis d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on a une vas-y. Non, vas-y. Moi, j'ai l'impression quand même que le problème, c'est qu'on a une interprétation de la loi qui est assez floue et que, en fait, potentiellement, toute personne qui est impliquée dans et qui travaille dans Bitcoin est potentiellement un criminel. Donc, on a l'impression qu'ils peuvent un petit peu interpréter de la loi à leur manière et de faire tomber l'épée sur un petit peu n'importe qui. Et ce qui est assez fou, c'est qu'ils peuvent venir vous chercher n'importe où vous êtes dans le monde. Parce que T-Dev, il n'était pas aux États-Unis, ils l'ont attrapé au Portugal. Ouais, mais citoyen américain. D'accord, mais je pense que ça n'aurait pas empêché qu'il l'attrape à l'étranger aussi, tu vois. En général, les étrangers, c'est dès qu'ils posent le pied sur le sol américain, quand ils ont commis un crime aux États-Unis, qu'ils se font attraper. Par exemple, comment il s'appelle, Pierucci, le gars d'Alstom, là, qui avait été en gros utilisé comme moyen de pression pour que General Electric puisse racheter Alstom dans des conditions favorables. Il avait pris l'avion un jour pour un business trip et il est arrivé, en sortant de l'avion, il y avait le FBI qui l'attendait. Ouais, mais TDEV, par exemple, ils sont allés le chercher au Portugal.
Tornado Cash, c'était aux Pays-Bas. Donc l'extraterritorialité, elle est présente quand même. Ouais, bien sûr, mais T-Dev, je pense qu'ils ont été le chercher directement dans un pays étranger parce qu'il est citoyen américain. Mais bon, enfin, remarque, je peux me tromper. Je sais pas. Ouais, mais tu sais, je pense que les États-Unis, à ce point-ci, ils défoncent la porte en premier, puis ils t'envoient des excuses un peu par la suite, là. Puis, tu sais, je pense qu'ils sont tombés sur Samouraï parce que politiquement, tu sais, parce que le modèle de Samouraï, il est pas différent de plusieurs autres modèles. À un certain point, je veux dire, c'est pas très, très différent d'un mining pool non plus, là, tu sais, un coordinateur, c'est pas du tout la même chose, là, mais je veux dire, substantiellement, tu sais, tu fais juste coordonner des certaines personnes sans jamais avoir à leur fond. Même un mining pool, techniquement, c'est plus un money transmitter qu'un conjoint coordinator parce que la plupart des mining pools, c'est pas des non-custodial mining pools comme genre Ocean, là, tu sais, Ocean, tu reçois ta récompense directement dans le Coinbase, alors que les autres mining pools, tu sais, c'est le mining pool qui te l'envoie directement. Tu sais, je pense que ils sont allés à Samouraï parce que politiquement, Samouraï avait des prises de position qui étaient vocales. Donc, c'est clairement pas une coïncidence, selon moi, des prises de position politiques même pas politique ou anti-politique, anti-étatiste de Samouraï très vocal. Puis ils veulent faire peur à tout le monde. Ils veulent faire peur à tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que un peu d'espoir qu'on peut avoir, c'est que quand Samouraï va gagner en cours, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, j'ai aucune idée, mais au moins on va avoir un guidance très clair, une jurisprudence comme quoi le modèle de CoinJoin ou le modèle de coordonner la création de templates ou d'opérer des services de coordination ou de publier du software open source qui permet de faire des transactions de Bitcoin, ben c'est pas du money transmission, mais d'ici là, c'est ça le truc avec les Américains, ils vont nous laisser imaginer qu'est-ce qui peut nous arriver. Hein. C'est complètement c'est une tentative de mettre de la terreur dans les devs. Right? Parce que là, on se dit et tu sais ce qu'il faut aux États-Unis, c'est que les Américains, j'ai vu des Américains qui ont traité à 5 de je sais pas, de cowards, de peureux ou je sais pas trop quoi. Ben, je veux dire, yo, comme dans le reste du monde, là, comme quand tu commets un crime de col blanc, là, tu fais pas 15 ans en max security prison aux States, là. Tu regardes ce qu'ils ont fait à Ross Ulbricht, regarde ce qu'ils ont fait à Julian Assange. C'est complètement fou, là. T'sais, dans un pays, civilisé en Europe ou au Canada, je sais pas, là, tu fais 4 mois de probation puis t'es out, tu sais. Fait que ils vont avec une technique de faire des exemples, des exemples publics afin de foutre la peur à tout le monde. Ouais, clairement. À ce stade-là, je vais m'amuser un peu et faire l'avocat du diable. Donc, c'est pas du tout ma position, mais c'est un argument que je pense qu'on pourrait entendre beaucoup dans les jours qui viennent auprès des gens qui ont discuté de ces sujets-là, et qui serait le suivant. Finalement, c'est le fameux si t'as rien à cacher, pourquoi tu utilises des outils comme ça? Pourquoi est-ce que tu veux qu'on protège la privacy? Est-ce que ce serait pas plus simple pour faciliter le travail de nos représentants de justice et des forces de police, finalement, de faire en sorte que de toute manière, ce soit interdit de propager ce genre d'outils? Et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'agir comme ça? Qui veut répondre, hein? C'est pas forcément à Francis, mais ou Gilles ou GG. Ben, il y a un contre-argument légal à ça qui est assez intéressant, c'est les régimes légaux de protection de la vie privée ou dans la plupart des pays, je sais pas si c'est aux États-Unis, là, mais au Canada, certainement, les citoyens ont un droit à la vie privée. Donc, et les entreprises avec lesquelles ils font affaire ont l'obligation de les protéger de transmission d'informations non volontaires sans leur consentement. Quand tu utilises Bitcoin sans faire de CoinJoin ou sans faire de manual coin selection ou sans faire de multi-hop routing comme genre Ricochet, tu t'exposes au fait de révéler à n'importe qui avec lequel tu fais des transactions plusieurs choses. L'historique de la source de tes bitcoins, déjà. Le nombre de bitcoins que tu détiens, par exemple. Si je vais acheter une bicyclette, genre sur Kijiji ou whatever, sur eBay, je rencontre un mec, je lui envoie des bitcoins. Comme,
si j'ai un stash de 25 bitcoins dedans que j'ai depuis 2013 ou je sais pas, je suis en train de faire un achat avec quelqu'un, je pourrais révéler à quelqu'un que j'ai un méga gros stash de bitcoin. Et là, je m'expose à plusieurs choses. Je m'expose à du kidnapping, à de la fraude, à du sabotage, à du blackmail, etc., etc. Et aussi, je veux dire, par exemple, prends l'exemple d'un employé et d'un employeur. Ok, si je paye quelqu'un en bitcoin et cette personne-là, est-ce que j'ai... Et regarde, je veux dire, Bitcoin, les banques offrent plus de privacy que Bitcoin au niveau transactionnel, que Bitcoin au niveau transactionnel, parce que si je paye quelqu'un avec un wire transfer, j'ai aucun regard sur comment est-ce qu'il dépense son cash. Mais si je paye quelqu'un en Bitcoin, s'il fait pas de CoinJoin, ou s'il fait pas de multi-hop routing, ou s'il fait pas de coin selection, je vais pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fait avec son cash aussi, là. Tu sais, aussi pour des donations politiques, genre, tu sais, là, en tant qu'employeur, je pourrais savoir que mes employés, ils font des donations à des groupes communistes ou à des groupes comme les Truckers canadiens, ou je pourrais savoir que mon employé achète la drogue sur le dark web, ou je pourrais savoir que mon employé, je sais pas, il est beaucoup plus riche que je pensais, hein. Peut-être que mes employés me disent j'ai pas d'argent, peux-tu me donner un raise? Puis là je lui envoie des bitcoins, puis là je vois qu'il consolide dans son porte-monnaie, finalement il y a un méga stage de bitcoin. Donc il y a énormément de questions légitimes, et tu sais, même aussi il y a énormément de raisons légitimes de faire du CoinJoin. À un certain point, tu sais, je veux dire, les banques font du CoinJoin constamment, là. Tu sais, quand tu déposes de l'argent à la banque et tu retires du guichet, c'est pas les mêmes billets qui rentrent et qui sortent, là. Tu sais, c'est sûr que les banques sont full KYC aussi, là. Mais c'est comme le CoinJoin, c'est pour rectifier un problème de privacy dans Bitcoin. C'est pas pour faire de l'évasion fiscale nécessairement, c'est pas pour faire du money laundering nécessairement, c'est pas pour faire du terrorist financing nécessairement. Tu sais, c'est littéralement comme mettre des blinds, de mettre des je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est comme mettre des trucs devant tes fenêtres. Right? Quand t'es dans Bitcoin, t'es devant une pièce qui a des fenêtres. Donc voilà, tu sais, donc l'argument you have nothing to hide, c'est pas un argument qui se tient. Déjà l'encryption, les messageries encryptées sont pas illégales, right? Utiliser Signal, c'est complètement légal. Donc utiliser Bitcoin, ça devrait être complètement légal. Et je pense que leur argument, ça va être que ouais, tu peux utiliser CoinJoin, mais tu peux juste pas opérer un coordinateur. Right? Ça pourrait être un angle aussi qu'ils prennent, c'est essayer de criminaliser l'offre de ces genres de services et non la demande. Mais évidemment, en criminalisant l'offre de ce genre de service, tu sais, je veux dire, la demande ne pourrait pas être satisfaite. Ouais, moi je trouve que c'est super intéressant que tu rappelles déjà que la première raison pour laquelle les gens font du CoinJoin, parce que effectivement l'usage criminel du CoinJoin est ultra minoritaire. Mais tu soulevais un point intéressant, c'est le fait d'utiliser en fait un arsenal juridique existant sur la protection de la vie privée. Et en Europe, je pense notamment au RGPD. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'on pourrait très bien accuser les exchanges quand ils t'obligent, par exemple, à faire de l'adresse reuse, à leur porter une plainte RGPD, leur dire que c'est pas bon pour ta privacy. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer que certaines régulations mises en place au préalable pour la privacy, pour la protection de la privacy, soient réutilisées dans ce cadre-là. Et ça, je trouve ça super intéressant, voire un peu ironique dans le sens où voilà, qu'on peut utiliser leurs propres armes contre eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est une autre discussion entièrement, mais je crois que certaines pratiques de chain analysis sont carrément illégales. Donc, le partage de... Le fait que le client, le fait qu'un citoyen ait accidentellement révélé de l'information à un échange ne permet pas à cet échange de donner cette information à Chain Analysis et Chain Analysis de la partager avec d'autres personnes. Donc, FYI, honnêtement, un de ces jours, il y a quelqu'un qui va poursuivre Chain Analysis ou un des échanges qui utilise Chain Analysis. Et effectivement, de forcer le address reuse du point de vue de l'échange, c'est de forcer les clients à... En fait, et même, c'est révéler soi-même à
à n'importe qui fait du chain analysis que tu as une relation avec un certain client. Donc, par exemple, un échange n'a pas le droit de révéler à n'importe quel tiers parti qu'il a une relation commerciale avec un client. Right? Tu as une entente de confidentialité avec ton exchange qui va dire, l'exchange, il va te dire en premier, je vais partager ton information avec telle et telle partie dans telle circonstance. Right? Fait que moi, j'ai un exchange au Canada. Si tu fais de KYC, par exemple, ton adresse IP, on partage ton adresse IP avec un adresse IP checking software, etc. Donc, dans tes termes et conditions, tu vas lister à qui exactement tu as le droit de partager l'information. Mais si tu fais du address reuse avec le client, tu révèles à n'importe qui sur la planète que tu as une relation commerciale avec ce client, ce qui est en breach définitivement de tes terms and conditions. Donc, déjà, il y a un bris de contrat avec le client. Mais même au niveau du droit civil, en tout cas au Canada, c'est du droit civil, t'es en breach de la loi sur la protection des documents électroniques. Totalement. Et je l'ai jamais fait, mais un jour, je serais quasiment tenté de voir si ça tient un peu en course. Hein. Moi, je pense que la plainte RGPD, elle passe tranquille. Hein. Tranquille. La CNIL, elle serait contente d'analyser ce genre de demande. Bon, après, est-ce qu'elle le fera de façon studieuse? Je ne sais pas, pour des raisons évidentes, mais en tout cas, c'est clairement recevable, selon moi. Ouais, le truc, c'est que, même si au niveau légal, on a tous raison, c'est une question de, je pense qu'on a dépassé le cadre ici de la légalité, puis on est dans un cadre clairement politique, là. C'est une attaque politique contre les gens qui travaillent dans le privacy afin de leur faire peur et afin de les encourager, entre guillemets, là, à cesser volontairement de travailler sur le projet sur lequel ils travaillent. Donc, c'est ça qui est un peu terrifiant avec ça, c'est que même si on a raison au niveau légal, puis de toute façon, un autre truc, pendant le confinement au Canada, le Canada, on a une constitution quand même. On n'a pas une constitution qui est autant solide que la constitution américaine, mais le droit à l'assemblement, hein, le droit au mouvement, a été clairement violé par les gouvernements de manière illégale, et tous les juges ont statué en faveur du gouvernement. Hein, tu regardes pareil en France. Tu regardes le juge qu'ils ont collé à Samouraï, man, c'est quasiment insultant, là. C'est un juge, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il avait fait. Il avait statué sur les fouilles. Epstein. Ouais, sur Epstein. Déjà, je sais pas exactement c'était quoi sa relation avec Epstein, mais il était relié à Epstein. C'est genre, déjà, c'était le juge qui était en charge de juger Epstein avant sa mort. C'est aussi un juge qui a mis une personne 6 ans en prison pour avoir broadcast une télévision du Hezbollah, et le Hezbollah donc est considéré aux États-Unis comme une organisation terroriste, mais le Hezbollah en fait, n'est qu'un parti politique qui siège au Parlement au Liban. Ouais. Donc 6 ans pour avoir broadcasté une télé aux États-Unis, d'après moi, c'est pas sûr qu'ils perdent pas le procès qu'ils mettent pas les mecs de Samouraï en prison. Là, on est clairement sur un procès qui est totalement politisé. Et faut se rappeler que les mecs de Samouraï, c'est des personnes qui avaient été assez vocales sur le fait qu'ils avaient mis un tweet, je crois, qui disait qu'ils acceptaient les oligarques russes s'ils voulaient fuir les sanctions quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a éclaté. Ils étaient assez, ils prenaient beaucoup parti politiquement. Ils avaient dit en 2017 qu'ils étaient prêts à accepter les néo-nazis qui étaient censurés sur d'autres plateformes. Donc, d'après moi, j'ai peur que là, on soit sur un procès qui soit totalement politique et qui ait plus de règles de droit, un petit peu comme Assange ou Ross. Et en fait, c'est un peu ça c'est un peu ça ma crainte personnellement. Après, peut-être que je suis un petit peu trop conspi, mais l'avenir nous le dira. Non, t'es pas du tout conspi. C'est la même chose partout. C'est la même chose au Canada aussi avec le confinement, puis avec les camionneurs, où est-ce que normalement le juge de première ligne, c'est un pourri, c'est une plante politique, et il faut que tu fasses appel, là. Donc un parcours très possible pour Samouraï, selon moi, ça serait perdre je sais pas c'est quoi la première instance, puis faire appel, et bon, je connais pas le droit américain, là, mais j'imagine qu'ils peuvent faire appel de
de leur conviction et aller en cour supérieure, en cour suprême ou je sais pas trop quoi. En tout cas, j'espère que c'est ça qu'ils vont faire. Mais ouais, mais t'as raison, c'est clairement politique. Puis ce juge-là, il va peut-être aussi vouloir créer un précédent, hein, parce qu'il y a pas énormément de précédents, je pense. Le seul précédent qui potentiellement va y avoir, ça va être le précédent de Tornado Cash. Encore une fois, je suis pas avocat américain, là, donc je sais pas comment ça fonctionne les précédents en common law, là. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai vu une drôle de coïncidence comme quoi il y a un genre de truc de timing entre la comparution de Keon et le procès de Tornado Cash. Il me semble que j'avais vu un truc comme quoi les dates concordaient comme à une journée de différence. Ce qui était vraiment bizarre parce que déjà, t'as l'argumentation du prosecutor aux States qui est tombée le lendemain de l'arrestation de Samouraï. Puis là, je pense que t'as la comparution de Roman. Non, t'as la comparution de Keon qui va être le lendemain de je sais pas trop quel rendement de la cour, en tout cas. Donc, c'est le seul précédent là-dessus, je crois que ça sera Tornado Cash. Et même si Ethereum, le CoinJoin d'Ethereum, j'imagine que techniquement, encore une fois, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que techniquement, c'est très, très différent du CoinJoin à la Zero Link que Samurai faisait. Les juges, ils sont aussi... les juges, ils comprennent pas Bitcoin, là. Ils vont avoir... je sais pas c'est qui l'expert qui va venir témoigner en cours, mais finalement, il y a un expert qui va leur expliquer un truc et si le juge comprend pas, si le jury comprend pas... et là, c'est ça aussi, là, ils vont sortir les tweets de Samouraï pour montrer au juré, aux juges qu'il y avait clairement une intention malicieuse. But, who gives a fuck? À un certain point, who gives a fuck about that? Ça devrait pas être un procès qui se fait sur... Un procès d'intention. Ouais, c'est un procès d'intention, c'est un procès qui devrait être sur la substance. Mais je pense que ce qu'ils vont essayer de dire, c'est que, bon, ben, vous voyez... malgré le fait qu'ils se cachent derrière du open source, c'était pas des enfants de cœur, puis clairement ils avaient l'intention, etc. J'ai vu qu'ils ont sorti des screenshots de leur pitch deck, je pense, parce qu'ils avaient clairement émis on va aller dans les gray markets. Ouais, mais puis dans le monde du Bitcoin, il y a de la nuance aussi sur c'est quoi un gray market, genre, par exemple, vendre des bibles, c'est illégal en Corée du Nord, right? Donc, si tu tweets ouais, genre, c'est un marché. Ce qui est marché noir dans un pays n'est pas nécessairement marché noir dans l'autre pays. En tout cas, ouais, gros procès d'intention en vue. Puis vraiment, je leur souhaite bon courage parce que le système de justice américain est franchement kafkaesque là. Tu sais pas à quoi t'attendre. On l'a vu avec Julian Assange, on l'a vu avec le gars de WikiLeaks aussi. Les Américains, ils ont l'impression qu'ils sont franchement en avance sur tous les autres pays au niveau du rule of law et de la liberté parce que, ouais, ok, tu peux avoir des guns aux États-Unis, mais si tu te retrouves de l'autre côté de la barre dans un tribunal américain, good luck. Ouais, mais ce procès, il va être absolument hilarant, hein. Enfin, moi, je veux voir l'avocat de Tidev et Keon demander au procureur avec quel type de wallet Bitcoin il transmet la chaleur sur ses steaks, quoi. Enfin, genre, quand tu vois l'argumentation du truc, enfin, c'est effectivement sur la sollicitation, les messages de Tidev et tous ces trucs-là que tient un minimum leur chef d'inculpation, parce que l'argumentation sur vous êtes un money transmitter, c'est quand même une gymnastique intellectuelle de dingue. Et on peut pas dire qu'ils disent ça parce qu'ils savent pas comment ça marche, parce que quand tu lis l'ensemble du document, la description synthétique qui est faite du fonctionnement de Samouraï, alors il y a quelques petites erreurs un peu subtiles, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez bien résumé, et c'est pas forcément un sujet simple à résumer, quoi. Ouais, puis il me semble aussi que les allégations de monnaie transmetteur, elles viennent aussi du fait qu'il récoltait des fees. Donc, est-ce que, par hasard, les acteurs qui ne récoltent pas de fees peuvent ne pas être considérés comme des monnaies transmetteurs? C'est ça la question aussi, je pense. Honnêtement, je pense pas que ça se tient nécessairement légalement. Genre, le fait de collecter des fees, selon moi, là, en tout cas, au moins logiquement, ne te rend pas plus ou moins money transmitter, là. Ils auraient pu, s'ils avaient, si quelqu'un reprend par exemple Whirlpool, puis roule un serveur Whirlpool puis met les fees à 0,
Est-ce que tu penses vraiment que les States vont leur dire « Ah, mais maintenant, vous n'êtes plus un money transmitter parce que vous récoltez pas de fees? » Bof. Je pense que dans le cas de Samurai, c'est vraiment le fait qu'ils opéraient le serveur. Donc, je pense pas que c'est le fait qu'ils ont écrit le software et qu'ils l'ont publié qui vraiment, en tout cas, qui vraiment les concerne. Là, c'est le fait qu'ils opéraient le serveur. D'avoir simplement publié par exemple, les développeurs de Join Market. Donc, si j'étais développeur de Join Market aujourd'hui, j'aurais pas trop peur, right? Je me dirais, la publication du software en soi, c'est pas nécessairement un problème. Les publieurs de BISC aussi, par exemple, les devs derrière BISC, je pense qu'ils ont pas trop quelque chose à craindre là-dessus d'être considérés comme des money transmitters parce qu'ils n'offrent pas de service. Quoique, je veux dire, je sais pas, si tu offres un hosted instance du order book de Join Market sur ton site web, est-ce que tu facilites l'accès à un order book et la transmission de fonds? Bon, c'est encore une autre histoire. Donc, si je résume d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est qu'en fait, genre, juste écrire le code, ça suffirait pas finalement pour se faire taper dessus. Par contre, à partir du moment où tu as n'importe quel microservice ou n'importe quel serveur ou n'importe quel genre piece of hardware qui va interagir avec les utilisateurs pour faciliter un service et que du coup ça peut être considéré genre comme une activité consciente, voire commerciale parce que tu prends des frais et tout, là ça va être jugé différemment. Ben, j'espérais que oui, au minimum, là. Mais quoique dans le cas de Tornado Cash, il me semble que j'ai vu dans les documents qu'ils ont spécifiquement mentionné aussi, je vais essayer de retrouver vite, qui mentionnait le financement de software dédié à la transmission de fonds et l'écriture de software dans le jugement de Tornado Cash. Quoique c'est pas exactement... J'avais vu ça aussi sur le financement. Ouais. Donc ça, mais ça c'est fou, c'est complètement fou là. Ça veut dire que n'importe qui a fait une donation, genre un open source software, genre maintenant on the hook, en tout cas c'est complètement débile là. Mais encore une fois, bon, tu sais, est-ce que l'argument légal est important? Tu sais, quand t'as une coalition internationale de pays, d'institutions, d'acteurs du secteur privé, il y a un genre tu sais, s'il y a un consensus international des quote-unquote élites, comme quoi il faut qu'on écrase certaines utilisations de Bitcoin. Tu sais, la loi, un peu comme avec le lockdown puis la vaccination obligatoire, là, qui était obviously inconstitutionnelle dans plusieurs pays, ça surpasse la loi, tu sais. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bon, là ça, il y a une question de timing aussi en termes de conspiration. Donc, tu sais, t'as l'histoire de Tornado Cash, t'as l'histoire de Samurai. Après ça, t'as des trucs qui sortent. J'ai vu Tether aujourd'hui qui est sorti avec un système de chain analysis sur Tether. Après ça, t'as Michael Saylor qui sort avec son truc de DID sur Bitcoin. Quoi que bon, je vois pas trop de conspiration dans le truc de Saylor. Je trouve ça juste retardé là. Mais Roger Ver. Ouais, exact. Non, ouais, c'est ça. L'arrestation de Roger Ver en même temps. Après ça, bon, l'histoire de CZ, encore une fois, c'est pas exactement relié, mais c'est pas relié, mais CZ, en fait, aussi, je pense qu'il était accusé de négligence en termes de financement terroriste ou de money laundering, etc. Donc, tu sais. Oui, il y a une synchronicité un peu bizarre entre tout ça. Ouais. Entre tous ces événements. Ouais, vas-y, Théo. Est-ce que le but, ce serait pas par hasard de s'attaquer un petit peu à toutes ces personnes-là? T'as nommé CZ, Tornado Cash, T-Dev, Samurai, Roger Ver aussi, qui était d'ailleurs un libertarien revendiqué. Et de l'autre côté, de promouvoir un petit peu les outils de Bitcoin Custodio KYC comme les ETF. Et est-ce que ce serait pas un petit peu leur master plan d'un côté, faire peur à tout le monde sur les outils de privacy et de l'autre côté, mettre en avant des Bitcoin Custodio KYC. Et là, du coup, en fait, on se retrouverait sur une attaque coordonnée de l'État américain ou de nos overlords, entre guillemets, pour transformer le Bitcoin, en fait, en ce qu'est l'or aujourd'hui, c'est-à-dire un outil totalement coopté. Ouais, ben que ce soit leur master plan ou que ce soit un plan qui se soit mis en œuvre de manière plutôt spontanée et non coordonnée, le résultat est évidemment le même. C'est juste une question de incentive, tu sais. Je pense que c'est clair maintenant que les banksters, les institutions américaines, les family office, les riches, ils veulent
accès à NGU, right? Donc, le gouvernement peut pas genre bannir Bitcoin pour tout le monde parce que tu sais, t'as des gens comme BlackRock, tu sais, tout le monde connaît, t'as des gens comme Fidelity, tu sais qui Taylor. Ouais, exactement, t'as Sailor, t'as plein d'institutions qui ont des bitcoins sur leur balance sheet, t'as des compagnies de mining aux États-Unis, publiques, etc., etc. C'est donc, le fait de bannir Bitcoin pour tout le monde, c'est politiquement impossible, mais de bannir certaines de créer une distinction entre le good Bitcoin et le bad Bitcoin, tu sais, c'est quelque chose qu'on parle depuis des années, là, puis moi, honnêtement, j'y croyais pas trop, mais plus le temps avance, plus on le voit dans la réalité. Il y a clairement des good use of Bitcoin, les ETF et les custodial exchange, et des bad use of Bitcoin, c'est-à-dire les coin-joined Bitcoins. Il y a aussi un autre truc, tu sais, genre le travel rule. Le travel rule, c'est un des trucs les plus débiles. C'est une règle qui est émanée du FACTA et qui a été une organisation internationale qui n'a pas de pouvoir, mais qui a été implémentée dans chacun des pays, qui fait en sorte que lorsque tu retires tes bitcoins d'un exchange bitcoin, il faut que l'exchange soit capable de prouver que le wallet du client qui retire des bitcoins lui appartient bien. Et pour ce faire, il y a plusieurs schemes qui ont été mises en place. Par exemple, forcer l'utilisateur à signer un message avec la clé privée qui correspond à l'adresse auquel il veut recevoir des bitcoins, mais tu rajoutes une friction gigantesque. Donc clairement, je pense pas qu'ils vont bannir le self-custody outright, en tout cas pas tout de suite, mais ils vont commencer à rajouter de la friction sur le self-custody afin de nudge les gens, afin de les pousser graduellement plus loin du self-custody. Déjà, ils font ça avec le privacy. Mais c'est clair, là, pour moi, c'est clair qu'on se dirige dans un monde, si la tendance se maintient, où est-ce qu'il va y avoir deux types de Bitcoin, ceux qui sont accepted, ceux qui sont associés à ton identité numérique, ceux qui sont KYC, ceux qui sont dans un custodian approuvé, et les Bitcoin self-custodial qui sont mixés ou qui sont pas traceable. Bon, est-ce que c'était un développement inévitable de Bitcoin? C'est difficile de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. T'sais. C'est sûr qu'au niveau du narratif, je veux dire, ça fait quand même des années que tout le monde parle de CoinJoin, l'importance du cypherpunk. C'est pas comme si, les gens ils disent ouais, les maxis, ils parlent juste de NGO, ils parlent juste de Sailor, ils parlent juste du ETF BlackRock. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les maxis comme quoi on a passé tout notre temps à sucer la graine de Sailor. Mais je m'excuse, c'est pas vrai, là. Dans la réalité, je veux dire, t'as des centaines et des centaines de quote-unquote influencers ou de voix dans l'industrie qui parlent de l'importance du self-custody, puis du mixing, puis du coin management depuis plusieurs années. Et il y a quand même eu du financement, tu sais, je veux dire, Wasabi Samurai, ils n'ont pas reçu des centaines de millions de dollars de financement, mais il y avait une certaine support du venture capital derrière des entités comme ça, tu sais. T'as des grants qui ont été donnés à des développeurs open source, que ce soit des grants de Spiral ou de c'est quoi l'autre OpenSats ou de HRF. Il y a des organismes qui supportent et de toute évidence la communauté Bitcoin a supporté des initiatives. Donc c'est difficile de voir pour moi qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Donc si on n'aurait rien pu faire différemment, ben je pense que c'est le destin de Bitcoin de se retrouver dans cette situation où c'est un clash entre différents types de Bitcoiners, d'utilisateurs de Bitcoin. Et le but, éventuellement, de toute façon, moi je pense qu'avec le hyper-Bitcoinization, donc hyper-Bitcoinization, c'est le moment où la valeur de Bitcoin, la valeur du fiat va tellement être dévaluée par rapport à Bitcoin de manière exponentielle que les gouvernements vont essentiellement plus ne pouvoir financer leurs opérations. Tu vas avoir des institutions qui vont emprunter du fiat pour acheter des bitcoins et tu vas avoir une explosion de la dette pour acheter et tu vas avoir un transfert du wealth vers Bitcoin. Il y a un certain moment où toutes ces institutions fiat vont s'éteindre, vont s'écrouler. Je pense que notre but, c'est d'essayer de garder la flamme originelle de Bitcoin, genre le cypherpunk usage of Bitcoin en vie le plus longtemps possible jusqu'à temps que
c'est une guerre d'attrition, right? Jusqu'à temps que les opposants à cette philosophie, c'est le Everybody is tracked Bitcoin, le Bitcoin CBDC, jusqu'à temps qu'il s'essouffle. Donc, il faut rester en vie jusqu'à temps que notre adversaire n'ait plus de ressources, essentiellement. Ouais, c'est une super conclusion pour le coup, parce que je pense que c'est vraiment ça qui enfin, on savait depuis le début que ça nous pendait au nez, et je pense que la seule solution, on va dire, pour s'en sortir, c'est l'éducation, pour que les gens sortent du NGU only et comprennent vraiment l'invention de Bitcoin, qui est la self-custody en fait, et puis la résistance à la censure. Donc voilà, c'est bien dans un sens que ça nous arrive maintenant, parce que ça nous oblige un peu à trouver des contre-mesures. Mais voilà, on savait très bien que ça allait nous arriver. Et puis, comme dans mon appel du 18 juin là, que j'ai fait récemment, en fait, je pense que voilà, il faut que la résistance s'organise, et il faut vraiment qu'on mette en place les bons outils. Voilà. Ouais, je pense que globalement, il faut qu'on se mette dans le mindset en tant que communauté, qu'on est un petit peu en guerre contre les personnes qui sont au-dessus de nous et qui ne nous veulent pas forcément notre bien. Et que la prochaine étape, à terme, c'est peut-être dans quelques années d'interdire la self-custody. Donc, je pense qu'il faut se préparer mentalement à un jour être considéré comme un criminel si on a des bitcoins en self-custody. Hein. C'est clairement ce qui est en jeu, d'après moi. T'avais des choses à rajouter, Théo, ou tu veux qu'on ouvre aux questions? Non, c'est une super conclusion. Moi, je propose qu'on ouvre aux questions. Si des gens veulent prendre la parole, n'hésitez pas à faire la demande. On va vous donner la parole à ce moment-là. Et d'ailleurs, même si vous avez des corrections à apporter sur ce qu'on vient de dire, que ce soit au niveau juridique ou au niveau technique, je ne vise personne. Je ne prétends absolument pas être un expert en ce qui concerne Samouraï ou les CoinJoin. Peut-être que Francis et Gilles s'y connaissent un peu mieux. Peut-être sur Tornado Cash, je pense qu'il y a des. Mais du coup, n'hésitez pas à nous corriger aussi pour l'audience si jamais on a dit des conneries sur ce qu'on racontait là. Du coup, vas-y. Ouais, j'ai mis Cryptomacien dans la chat. J'ai aussi invité Laurent qui nous écoute. Je pense qu'il peut avoir des choses assez intéressantes à nous dire sur le sujet. Donc, Cryptomacien, vas-y, hein, tu peux nous poser des questions, apporter ton point de vue. Alors, on a parlé un petit peu des CoinJoin, et je pense qu'en fait, ce qui a surtout été reproché aux développeurs de Samouraï, c'est de toucher des fees. Alors moi j'ai une question qui concerne un petit peu les swaps, parce que les swaps c'est pas vraiment conçu pour anonymiser entre guillemets les finances, c'est fait justement pour swapper d'une crypto à une autre, mais la quasi-totalité n'ont pas de KYC. Alors est-ce que ces petits services de swap qui existent par centaines, est-ce qu'ils peuvent un peu, est-ce qu'il y a un risque pour que eux aussi subissent le même traitement que Samouraï? Enfin, à votre sens, on n'est pas, évidemment, on n'est pas dans la justice américaine, mais est-ce qu'à votre avis, il y a un risque pour ces petits services de swap? Carrément, c'était le point de l'article qu'on avait partagé d'ailleurs de Francis, c'est qu'en fait, à partir du moment où même la construction de transactions ou ce genre de choses-là peuvent être considérées comme du money transmitting, à ce moment-là, tout ce qui est swap, tout ce qui est ouverture de canaux Lightning, tout ce qui est swap de liquidité sur Lightning pour du Bitcoin, tout ce qui est swap entre différentes cryptos, toutes ces choses-là, dans la mesure où elles permettent de limiter la traçabilité on-chain, effectivement, elles pourraient être considérées comme des activités répressibles. Après, d'un point de vue pratique, ils vont probablement commencer à taper par les trucs qui sont le plus associés avec des volumes on va dire, de dissimulation, de blanchiment, etc. Et peut-être que les swaps qui sont beaucoup utilisés, par exemple, en DeFi pour vraiment des purs use cases spéculatifs pour l'essentiel du volume, ils ont peut-être un peu moins de soucis à se faire par rapport à l'intervention des forces de l'ordre. Maintenant, c'est pas impossible qu'au bout d'un moment, ça devienne eux le low-hanging fruit, entre guillemets. Pour moi, il y a aucun doute que c'est clair que les swaps, c'est les prochains. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que le gouvernement américain ou certains gouvernements, ils veulent, comme Théo le dit, prioriser les trucs qui sont le plus politiquement gênants? Donc, les gens comme Samouraï qui ont une opinion forte et des convictions fortes et un following très fort, probablement.
probablement qu'ils ils vont pas y aller nécessairement en termes de degré d'importance. Ils vont aller avec les gens qui sont les plus inconvénients politiquement. Mais pour moi, c'est clair que les swaps et les custodial wallet providers, pour moi, c'est les deux prochains dans le collimateur. Probablement que les custodial wallet providers, selon moi, c'est plutôt les prochains, right? Donc, euh, les wallets of Satoshi, les wallets du stack de Galoy, bon, je vais pas nécessairement nommer des wallets, là, mais pour moi, c'est les prochains, puis les swaps sont directs après. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois que Samurai travaillait aussi sur un système de swap entre Bitcoin et Monero. Et c'est peut-être aussi la goutte qui a fait déborder le vase. Je sais, écoute, j'étais pas le plus grand fan de Samurai. Les gens, ils savent. Quoique d'ailleurs, pour ceux qui sont dans Team Samurai, en guillemets, je trouve que je regrette énormément, en fait, d'avoir participé à ces conneries de CoinJoin Wars qu'il y a eu avec Wasabi, là, by the way. Mais à culpa d'être tombé un peu dans le piège aussi du Tribal. Mais, donc, juste pour dire que je n'étais pas super au fait de ce que Samurai faisait, mais je crois qu'il travaillait déjà sur un projet à la fois de décentralisation du coordinateur et aussi un projet de swap. Et peut-être que c'était la goutte qui a fait déborder le vase aussi. Hein. Parce que oui, je crois, enfin moi c'est, enfin je bosse un petit peu, enfin dans Monero, et enfin j'avais un petit peu un projet de monter un prototype de swap. Alors là pour le coup pour le coup là je vais pas le déployer tout de suite. Mais je crois que c'était surtout ça qui a été ciblé parce que bon même si Bitcoin ça reste enfin bon, relativement traçable, bon malgré les mix. Je crois que c'est surtout le côté Monero qui a vraiment activé la décision de entre guillemets les shutdowns. Et voilà, je pense que c'est plus, enfin, ouais, c'était surtout la goutte qui a fait déborder le vase, ouais. Du coup, vas-y, Laurent, si tu veux poser une question ou intervenir. Bonjour à tous. Je voudrais rajouter une anecdote par rapport à l'intervention de Francis sur la vie privée, que je trouvais très juste. Rappeler que la vie privée, c'est pas quelque chose de répréhensible en soi, et que, je sais pas, du fait de notre culture, du fait de sans arrêt se faire rabâcher des choses fausses, ça peut nous imprimer en arrière-plan le fait que, bon, bah, au fond, c'est vrai que la vie privée, dans certains cas, peut-être qu'on peut négocier, etc. Bon. Moi, je voudrais du coup raconter une petite anecdote par rapport à l'univers qui est en dehors de Bitcoin, par rapport à la vie privée. Alors, j'ai visité en Suisse récemment un ami qui vit là-bas depuis pas mal d'années et qui bosse dans la finance avec des gens très, très riches. Et il m'a raconté des anecdotes qui m'ont fait rigoler parce que c'est des anecdotes, je pense, dont le grand public n'a pas vraiment accès, quoi. C'est pour ça que je voulais vous raconter, et c'est très lié. En fait, les gens qui sont vraiment très, très riches, qui ont des centaines de millions, qui ont un family office, etc., eh ben, il se trouve que l'un de leurs soucis principaux, quelque chose dans lequel ils dépensent quand même en fait pas mal d'argent chaque mois, c'est protéger leur vie privée. C'est-à-dire qu'ils ont à leur service des gens qui créent des sociétés écrans, ne serait-ce que pour payer le jardinier ou pour payer, pour payer des choses du quotidien. Ils dépensent de l'argent en comptable, en juriste, en avocat, en création de société, pour en fait que leur nom n'apparaisse pas dans les papiers. Tant et si bien que parfois, ils se retrouvent dans des situations compliquées simplement parce qu'ils ont essayé de protéger leur identité. En fait, protéger son identité a tellement de valeur qu'ils sont même prêts à prendre des risques juste pour avoir l'opportunité de protéger leur identité.
Et c'est là où on voit que protéger son identité a une valeur. Parce que quand on a autant d'argent et qu'on est prêt à prendre des risques pour quelque chose, c'est parce que quelque chose a plus de valeur que l'argent même. C'est la sécurité. On ne veut pas que son nom apparaisse directement, par exemple, quand on achète une voiture de luxe, une montre de luxe ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les employés qui opèrent dans ces sociétés qui vendent, par exemple, des voitures de luxe, des montres de luxe ou les assurances de voitures de luxe ou de montres de luxe pourraient quelque part, dévoiler votre identité, votre adresse, ou peu importe, et vous poser des problèmes de sécurité réels et concrets dans la vie physique. Yes, merci beaucoup pour le partage de cette anecdote, Laurent. Du coup, vas-y, Obito, tu as la parole. Snitchy, pardon. La dox, ça y est, c'est mort. Mais oui, pour revenir sur ce que disait Laurent, c'est assez intéressant parce que moi, je pense que le besoin de Bitcoin d'avoir, entre guillemets, de la censorship, des assets qui sont censorship resistant, en fait, les gens qui sont à un certain niveau dans le fiat game, ils y ont accès, ils ont des sociétés écrans, ils peuvent voyager à l'international. Enfin, en fait, c'est Bitcoin, ce que ça amène, c'est que ça permet à la plèbe d'accéder à ces outils-là de manière simple. Mais il y a des gens qui, dans le fiat system, arrivent très bien à être, entre guillemets, bon, c'est jamais parfait, hein, plus ou moins censorship résistant. Et ça, c'est assez intéressant à analyser. Hein. Ouais, c'est privacy for me, but not for thee. Donc, la vie privée pour moi, mais pas pour toi. Puis, tu sais, je pense que les technologies de souveraineté dans Bitcoin vont toujours être disponibles aux gens qui sont motivés à apprendre, motivés à les essayer. Qu'on parle d'outils comme Join Market, qu'on parle d'outils comme Seed Signer, qu'on parle d'outils comme BitAxe, il y aura toujours un certain moyen pour les gens qui ont de la connaissance technique et une motivation d'obtenir leur souveraineté. Également, les gens qui n'ont pas cette capacité technique, mais qui sont excessivement fortunés, les quote-unquote élites, même si je déteste ce terme, je serais pas du tout surpris, moi, de voir que dans un futur proche, tu as certaines technologies de privacy qui sont potentiellement illégales pour certains, mais légales pour d'autres. Je crois qu'à un certain point aussi, les gouvernements ils vont se rendre compte que leurs propres stages de Bitcoin sont relativement traçables. Peut-être que les gouvernements vont avoir eux-mêmes le droit d'offusquer l'origine et la destination de leurs fonds sans que les plebs y aient droit. Mais tu sais, très, très clairement, l'objectif de ces autorités-là, de ce mouvement-là, c'est de rendre le privacy inaccessible pour la plèbe. Parce que pour les élites vont toujours vouloir avoir du privacy. Puis c'est exactement la même chose qu'on voit avec d'autres enjeux comme les émissions de carbone, right? C'est vous, les plébéiens, n'avez pas le droit de voir un poêle au gaz dans votre petit appartement merdique, votre 1,5 à Paris. Mais moi, chanteur populaire, engagé, militant de l'environnement, j'ai totalement le droit d'avoir mon jet privé puis l'utiliser 200 fois par année. Donc, je vois pas pourquoi ce serait différent pour Bitcoin, enfin. Ouais, je voudrais quand même rebondir là-dessus, parce que effectivement, ce que tu dis est absolument vrai et tu as totalement raison et je ne vais pas dire le contraire, mais il y a aussi des gens qui ont énormément d'argent et qui pourtant se retrouvent dans des situations compliquées. Et justement, à la fin de mon anecdote, c'était que une famille que j'ai pas rencontrée physiquement, mais que je connais par un intermédiaire, qui m'a raconté l'anecdote de première main, se sont retrouvés dans les Panama Papers, justement parce qu'ils voulaient acheter des tableaux, ils voulaient acheter de l'art, ils voulaient pas que leur nom apparaisse. Et la société qui a été créée justement et s'est retrouvée dans les Panama Papers. Les gens se sont retrouvés dans la merde, ont été exposés publiquement, alors qu'ils sont complètement à 100% dans le fiat game, qu'ils ont vraiment plusieurs centaines de millions. Ils se retrouvent dans les Panama Papers et après, pendant des années, ils ont des problèmes par rapport à ça.
C'est pas uniquement, vous voyez, il y a même dans le fiat game, protéger son identité, c'est pas si simple. Ouais, c'est vrai. On a Joss Finance également qui est dans le space. Si tu as une question, vas-y. Oui, Joe Finance. Alors, ma question, elle est pour Francis. Est un peu technique, là, mais pour un néophyte comme moi, elle me semble pertinente. C'est quoi la différence, par exemple, entre un service comme Whirlpool qu'offrait Samurai et Join Market, qui semble être le dernier rempart là, pour faire du mixing présentement pour les bitcoiners? Et est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Join Market finisse par tomber lui aussi? C'est une excellente question. Donc, les services de mixing qui utilisaient le concept général de Zero Link, d'avoir un coordinateur central, donc que ce soit Whirlpool et Wasabi, c'était des entités centralisées qui devaient physiquement rouler un serveur. Donc, même si ces entités étaient relativement trustless, c'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de faire confiance à ces entités-là en ce qui a trait à la sécurité de tes fonds, elles étaient non-custodial. C'était quand même un serveur centralisé qui roulait le service. Littéralement, là, il aurait pu ne pas avoir de compagnie légale, il aurait pu ne pas avoir de site web, mais at the end of the day, à la fin de la journée, il faut que tu aies un serveur physique quelque part qui est opéré par un être humain. Alors qu'un service comme Join Market, c'est un service qui est décentralisé, c'est-à-dire que la coordination du CoinJoin se fait à travers un order book. Se fait à travers un order book. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont demander, qui vont s'envoyer des messages. Là. C'est un système de messagerie à travers Join Market. Où est-ce que tu vas dire, OK, j'ai un certain montant de Bitcoin que je veux mixer. Et il y a d'autres personnes qui vont dire, OK, j'ai un certain montant de Bitcoin que je peux mettre à ta disposition pour que tu mixes et qui vont se coordonner à travers un principe de marché. Donc, Wasabi, c'est une coordination centralisée où est-ce que chacun des participants, Wasabi et Whirlpool, chacun des participants envoie de l'information au serveur et dit OK, voici le nombre de Bitcoin que je veux mixer. Et le serveur, il va collecter toutes ces informations de manière centralisée et les créer un transaction template, alors que dans Join Market, ça se fait à travers un order book. Donc, c'est pas possible de fermer Join Market comme c'était possible de fermer Whirlpool ou de fermer Wasabi. Dans le cas de Whirlpool et dans le cas de Wasabi, pour faire tomber le service, tu saisis le serveur, t'arrêtes les développeurs et c'est mort, quoi. Si tu saisis le serveur puis le serveur est offline, c'est fini. Jusqu'à temps que quelqu'un d'autre déploie un autre serveur. Alors que dans le cas de Join Market, tu pourrais pas arrêter Join Market. C'est décentralisé. Donc, afin d'arrêter Join Market, il faudrait que tu arrêtes toutes les personnes qui ont le serveur Join Market qui roule sur leur propre ordinateur. Pour rendre ça très, très simple, Join Market, c'est un réseau, c'est un network relativement décentralisé. Donc, ce n'est pas, a priori, ce n'est pas arrêtable facilement, quoi. Donc, c'est sûr que si tu veux arrêter Join Market, tu peux criminaliser l'utilisation de Join Market. Tu peux, faire du spying de IP address, du IP sniffing. Tu peux mettre les développeurs de Join Market en prison. Tu peux rendre illégale la vente de hardware sur lequel Join Market est un software qui vient installer. Mais, par exemple, quand tu achètes Umbrel ou quand tu achètes Start9 Labs, donc les serveurs, les at-home servers, tu peux rouler Join Market chez toi là, et être un participant au réseau. Donc, a priori, ce n'est pas arrêtable. Et la raison pour laquelle cette option, qui est beaucoup plus censorship resistant que les coordinateurs centralisés, n'a pas été utilisée par le passé, c'est qu'elle nécessite que tu roules aussi un full Bitcoin node. Et ce n'était pas techniquement facile à utiliser. Donc, un noob aurait une difficulté assez sévère à utiliser Join Market. Même quelqu'un qui n'est pas un noob, même quelqu'un comme moi, utiliser Join Market, c'est pas super facile.
c'est clairement pas impossible. Tu sais, je veux dire, j'encourage les gens à apprendre comment le faire. C'est pas impossible du tout, mais c'est juste beaucoup moins facile. Mais je pense qu'on on est rendu à un point où est-ce que les gens vont simplement les gens qui sont à la recherche de ce genre de software, ils vont devoir s'y habituer là. Il faut que tu roules ton propre nœud, il faut que tu roules ton propre serveur. Et c'est pas super facile, mais c'est quand même possible. Mais tu sais, ce que Samurai et Wasabi avaient fait vraiment, c'est qu'ils avaient rendu ça accessible. Ils avaient rendu le CoinJoin accessible à tout le monde. C'était super facile. Tu downloadais le wallet, tu envoies des bitcoins, tu appuies sur un bouton, ça démarre, c'est fini, tes bitcoins sont mixés. Donc le CoinJoin est toujours possible, mais c'est juste moins accessible à monsieur, madame, tout le monde, quoi. Merci pour la réponse, c'est super éclairant. Moi, j'avais une question pour Francis, en fait. Mais une question un peu, vu qu'on est entre nous, là, pour revenir sur les CoinJoin Wars, j'ai vu un tweet un peu énigmatique de ta part tout récent qui dit que tu avais on va dire, une rétrospect, tu avais une espèce de version d'effet que tu gardais pour toi. Bon, j'imagine que si tu l'as gardé pour toi, c'est que tu avais tes raisons, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur ces histoires de guéguerre et tout le monde qui s'accusait l'un et l'autre d'être des Fed? Bon, c'était assez rigolo, moi, de l'extérieur, vu que j'étais ni d'un côté ni de l'autre, mais maintenant, in rétrospect, on peut commencer à se poser des questions. Ouais, ben tu sais, j'ai été impliqué dans cette flame war, comme on dit en anglais. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'au tout début de Samurai, on parle de 2017, je pense. Tu sais, j'étais en relatif, je sais pas, j'étais en très bon terme, mais j'étais en bon terme avec ces gars-là. D'ailleurs, pendant, tu sais, ils étaient dans le camp du UASF. Ils étaient dans le camp des Cypherpunk. Ben, ils l'ont toujours été. D'ailleurs, j'étais dans leur groupe Google, je pense, pour le bêta testing ou le alpha testing de Samurai. Et en fait, j'étais dans le team Samurai au début, là. Et on s'est engueulé avec, je sais pas si c'était Tidev ou Kian, un des deux. Je me suis engueulé avec eux sur le fait que il y avait, c'était pas open source. Donc, que Samurai n'était pas encore open source, mais qu'il était en voie de devenir open source. Donc, tu sais, j'ai dit, bon, ben, finalement, c'est pas open source, je sais pas trop, etc. Et ça a vraiment dégénéré. Et tu sais, à la fois les gars de Samurai et à la fois moi, on a des personnalités très, très fortes, obviously. Et ça a dégénéré. Je me suis retrouvé dans l'autre côté du camp de Samurai, disons, dans leur... et évidemment, il y a eu donc ce conflit entre Wasabi et Samurai où chacun évidemment c'était deux concurrents, right? Donc Samurai et Wasabi étaient des concurrents, des rivaux commerciaux. Donc il y avait aussi cet enjeu-là où est-ce que ils se battaient essentiellement aussi pour des parts de marché. Et il y avait des arguments pour et contre. Donc l'argument principal contre Samurai, c'était le modèle qui faisait en sorte que les wallets de Samurai devaient envoyer de l'information au coordinateur de Samurai à moins que tu roules ta propre instance de Dojo, qui je crois était quand même relativement... il y avait quand même beaucoup de gens qui roulaient leur instance de Dojo, mais bon, c'était évidemment, c'était pas le default use of Samurai. Et de l'autre côté aussi, il y avait des attaques sur le modèle de Wasabi. Donc, Wasabi, il y avait des bugs. Des fois, dans le software de Wasabi, il y avait du address reuse accidentel qui se faisait. Wasabi n'avait pas de post-mixation. En tout cas, c'était des débats ésotériques, en fait. Au fond, en rétrospective, c'était des débats de nerds assez ésotériques qui ont dégénéré. Et la conséquence négative de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient Team Samurai lancer de la merde à Team Wasabi et Team Wasabi lancer de la merde à Team Samurai. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont été un peu dégoûtés de CoinJoin et qui ne savaient pas qui croire, en fait, parce que tout le monde s'accusait un peu d'avoir des défauts, alors que pour moi, la réalité était très claire. C'est que les deux solutions étaient meilleures qu'aucune solution, right? Donc
si tu as le choix entre Samurai, Wasabi et rien, clairement, la pire option, c'est rien, right? C'est de ne rien faire. Donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'énergie, malheureusement, qui a été perdue dans cette merde. Au final, tu sais, tout le monde a perdu, quoique, évidemment, c'est pas c'est pas le conflit entre Samurai et Wasabi ou la rivalry qui a causé qui a causé des problèmes, tu sais. Puis je pense que si tout le monde avait été amis, de toute façon, il y aurait rien qui aurait changé anyway. Mais je trouve que, en rétrospective, ça fut une perte de temps et d'énergie pour moi. Et je regrette sincèrement d'avoir passé tellement de temps dans ce conflit Twitter de merde de CoinJoin. Et certainement, dans le futur, j'y penserai à 2 fois avant de me laisser, disons, embarquer dans ce genre de conflit insignifiant. Right? Parce que, at the end of the day, je veux dire, c'est un peu con à dire, mais on était tous dans la même équipe, là. On était tous dans l'équipe Cypherpunk. Après, en soi, moi qui suis arrivé dans l'écosystème Bitcoin un peu plus tard que toi, Francis, la première fois que j'ai entendu parler de Samurai et Wasabi, c'était parce qu'il y avait la guerre sur Twitter et je comprenais absolument pas ce que c'était un mixeur ni toutes ces choses-là. Mais je voyais que ça se fightait sur Twitter et c'est un petit peu comme ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Donc je pense qu'il faut pas non plus aussi négliger l'aspect marketing que ça a eu pour des outils de privacy en fait, parce que on va pas se mentir, sur Twitter, l'algorithme et ce que les gens ils viennent chercher, c'est les fights, c'est les débats. Et en fait, je pense que finalement, cette petite guéguerre, elle a peut-être aidé les gens à accéder à ces services-là globalement. Ouais, en fait, ça reste que mon point de vue. Mais t'as raison, tu sais, je veux dire, il y a aussi le fait que Samurai, à travers ces conflits-là, c'est devenu très évident qu'ils étaient archi-based. Et genre, je pense que les gens peut-être qui étaient plutôt based, mais pas trop Bitcoiner, peut-être en fait, il y a peut-être carrément des gens qui sont comme toi, comme tu le dis, qui sont tombés sur le CoinJoin plutôt à cause du entertainment value de la merde qu'il y avait sur Twitter qu'autre chose, là. Donc, c'est pas négligé. Et il y a aussi le fait que je pense que Samurai avait aussi réussi à attirer une certaine partie de la communauté Monero plutôt vers Bitcoin. Donc, ça, c'est clairement un net positif, là. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, on a, je pense, le prochain sur la liste, c'est RH. Si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Alors déjà, merci à tous, c'est passionnant tous ces débats et à la fois inquiétant. Moi, je voulais revenir, ça a été rapidement abordé, l'impact que ça pourrait avoir en fait ce comportement des régulateurs sur tout ce qui est L2. Je pense notamment à Lightning et au final qu'on essaye de comprendre un peu la surface d'attaque des régulateurs. Est-ce que ça serait simplement d'attaquer des entités comme Umbrel, d'attaquer les développeurs de Lightning et même aller jusqu'à attaquer les opérateurs de node. Je pense que la surface d'attaque, c'est toujours le low-hanging fruit, comme on dit en anglais, donc les cibles les plus faciles ou les cibles les plus évidentes. Pour moi, c'est les custodial wallets. C'est le next step. Donc, Wallet of Satoshi, c'est déjà barré des États-Unis. Bitcoin Jungle l'a fait. Blink l'a fait. En fait, je sais même pas c'est quoi les autres custodial wallets que les gens utilisent, mais c'est le next step. Je pense que tous ceux qui utilisent des custodial wallets aujourd'hui, c'est l'occasion de se barrer, de laisser uniquement le montant que vous êtes prêt à vous faire KYC pour. Je serais pas du tout surpris que les custodial wallets se fassent dire soit par le régulateur américain, soit par leur régulateur national qui essentiellement n'est qu'un puppet du régulateur américain at the end of the day, qu'il faut faire du shotgun KYC. Donc, que à partir de maintenant, tu peux juste faire des retraits à partir de ton wallet si tu te fais KYC. Donc, les custodial wallets, c'est sûr pour moi que c'est les prochains sur la liste. Après les custodial wallets, et les custodial wallets, c'est large, hein. Donc, il y a les custodial wallets qui sont traditionnels, right, comme Wallet of Satoshi, et des custodial wallets qui sont alternatives, right. Il y a Cashu, il y a les eCash Mint Issuers, il y a Fedi,
Après ça, tu as potentiellement des sidechains comme Liquid, right? Qui sont bons. Liquid, c'est un custodian, mais c'est aussi une genre de blockchain qui mettait un peg un peu loin avec Bitcoin. Donc, il y a peut-être un peu plus de jeu légal au niveau de Liquid, mais certainement les trucs comme Cashew et Fediment, et non seulement ce sont des custodial wallets, mais ce sont des custodial wallets qui se marketent ouvertement comme étant une solution de privacy. Et comme on l'a vu dans le cas de Samurai, il y a aussi un enjeu de marketing là-dedans. Tu sais, c'est pas nécessairement quel est ton modèle d'affaires, mais c'est est-ce que ton marketing public, ton narratif nous dérange? Donc, ouais, c'est les custodial solutions sont next. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de custodians qui sont disponibles aux États-Unis qui demandent zéro KYC, qui bloquent pas les Américains et qui, selon moi, ils ont déjà dépassé la ligne. Là. Et ça, c'est même pas une ligne qui, selon moi, est floue. Hein. La ligne sur le custody et non-custody, si tu opères un custodian, genre un wallet custodial, et que tu as des gens qui déposent de l'argent dans ton wallet et qui retirent, ben tu fais des transactions au nom de tes clients. Là. Genre, t'es clair. Pour moi, je veux dire, t'es clairement un money transmitter. Déjà, c'est très, très difficile de dire que t'es pas un money transmitter. Et je pense qu'il y a un certain argument qui dit que, bon, Bitcoin is not money. Bitcoin is a commodity. Ou comme le dirait Saylor, Bitcoin is energy. Ou Bitcoin is speech. Ou Bitcoin is code. Bitcoin, le software, is speech, is code. Bitcoin transaction is speech also. C'est un message. Mais clairement, Bitcoin, c'est de l'argent. Right? Ça, j'en parle dans mon article. Donc, j'ai vu cet argument. Je ne vais pas nommer les personnes qui véhiculent cet argument, mais je veux dire, moi, je paye avec Bitcoin presque tous les jours. Là. J'habite dans un Bitcoin Circular Economy. J'habite dans Bitcoin Jungle. Je veux dire, quand je paye ma pizza avec Bitcoin, je ne paye pas avec un poème. Là. Tu sais, je paye pas avec un source code sur un USB stick. Je paye avec du cash. Tu sais, Bitcoin, c'est clairement de la monnaie. Et ouais, donc c'est une très longue réponse pour simplement dire que les custodial wallets, c'est les prochains sur la liste. Ouais, et donc, après, pour la question... si tu utilises le custodial wallet, il faut que tu t'attendes à ce que les fonds, à tout moment, les fonds peuvent être inaccessibles déjà, mais les fonds pourraient être inaccessibles que par du doxing. Et d'après moi, les custodial wallets, ce qu'ils vont dire, c'est bon, ben, t'as 90 jours pour te doxer, sinon on saisit tes fonds. Ouais, et la question allait aussi jusqu'au full node. Je pense que bon, il y a quand même un peu de marge pour y arriver, mais vu comment ça va vite en ce moment, je pense qu'on même sur les lois européennes, à un moment, ils avaient voulu justement criminaliser ce qu'ils appelaient les unhosted wallets. Alors c'est assez marrant comme façon de présenter les choses, parce que comme si c'était le unhosted, c'était le cas le plus, on va dire, pas normal, alors que c'est l'inverse. Donc je pense qu'ils vont essayer. Après, ce sera beaucoup plus dur sur les full nodes. Voilà, c'est mon avis. On verra ce que ça donne. Je pense qu'on a encore le temps pour quelques questions. Donc, je sais pas. Puis tu sais, Gilles, je pense que eux, ils vont pas nécessairement je pense qu'ils ne visent pas nécessairement genre les cypherpunks qui roulent leurs propres pneus. Je pense qu'ils sont balancés même temps qu'ils ont tant qu'ils sont capables d'atteindre 95% de la population avec les custodial wallets, les non-custodial wallets qui ont des swaps ou des non-custodial qui ont des LSP et tous les trucs, par exemple aussi tous les sites où est-ce que tu peux swapper genre Bitcoin pour Ether, pour Litecoin, whatever, tous les genres de swap sites qui ne requièrent pas de login. C'est déjà le cas. La majeure partie des gens n'utilisent pas Bitcoin en self-custody, donc c'est déjà le cas. Je veux dire, il y a que... Enfin, même si tu prends l'écosystème crypto en général, les gens qui sont en self-custody, c'est même pas 3%, et je suis gentil, quoi. Donc voilà, ouais, c'est peut-être pas eux qui vont attaquer en premier, quoi. Ouais, non, c'est ça. Ils vont aller, c'est ça. Ok. C'est l'expression en français de low hanging fruit, mais ils vont aller vers les cibles les plus faciles. Ouais.
Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi un hodl, d'après moi, c'est un low-hanging fruit. Mais bon, ça, on verra. J'ai pas envie de leur porter la poisse, mais d'après moi, c'est les prochains sur la liste. Mais bon, l'avenir nous le dira. On va essayer d'avancer un petit peu. Il nous reste encore 3 questions si on veut respecter les timings. Du coup, après, on arrêtera. Je pense que le prochain sur la liste, c'est Devman. Donc, si tu veux interagir, vas-y. Faut enlever, mettre ton micro. Sinon, ça marche pas. On peut peut-être prendre en attendant Juan. Tu peux y aller, Juan, si tu veux. Salut les gars, vous m'entendez? Ouais, parfait. Salut. Yes, Cool. yes. Oui, salut. Ouais, moi, c'est quand même pas mal de bonheur, je pense, mais moi, je suis un gros fan de PageJoin V2, puis je voulais juste voir votre impression si peut-être ça peut aider à remplir le trou avec les CoinJoin qui partent, et puis si peut-être que ça va accélérer les gens qui construisent des wallets pour accélérer le tout. Ouais. Si vous êtes familier avec le PageJoin. Ouais, non, je suis très, très familier avec le PageJoin. D'ailleurs, j'ai travaillé sur un logiciel PageJoin. Je travaille en ce moment sur un logiciel PageJoin, FYI. PageJoin, c'est phénoménal parce que ça brise le heuristique principal du chain analysis. Donc, le chain analysis utilise comme heuristique, je sais pas si ça se traduit en français, mais comme prémisse de base. Ouais, comme prémisse que si tu as 2 inputs dans une transaction, elles appartiennent à la même personne. Si tu as 2 outputs d'une transaction, un des outputs est probablement le change. Et le change aussi, c'est probablement pas le montant qui est une valeur ronde. Donc, si tu as 2 inputs qui ont chacun 0.5, 0.5, disons, et qui envoient 0.1, 0.15, ou je sais pas là, et tu as du change et tu as un chiffre random dans le change, ils vont dire, bon, les 2 inputs appartiennent à la même personne, et là, on peut regarder l'historique de ces 2 inputs et reverse engineer que tous ces différents bitcoins appartiennent à la même personne, etc. Et PageJoin démolit totalement ce concept. Et ce qui est cool avec PageJoin, c'est qu'il n'y a pas de coordination qui est nécessaire. Et c'était comme implémenté dans Samurai. C'était pas la version PageJoin du BIP. Je sais pas si c'est quoi le BIP de PageJoin là, qui circule en ce moment. J'ai oublié. BIP 4. En fait, Samurai avait fait sa propre implémentation de PageJoin. Et si quelqu'un chez Samurai connaît, je crois que c'était Soroban. Non, c'était pas. En tout cas, c'était un des trucs que Samurai avait implémenté. Bref, PageJoin pour moi c'est clairement pas à risque d'être targeté par les régulateurs. C'est un truc vraiment wallet to wallet. Si je fais une transaction de moi et toi en PageJoin, on n'a pas fait plus ou moins de money transmission que la transaction Bitcoin en soi. Il n'y a pas de service de coordination dans PageJoin. Il n'y a pas de coordination nécessaire. C'est un truc qui est 100% ponctuel et 100% peer-to-peer. Donc, moi, je vois aucun risque à PageJoin. D'ailleurs, j'aimerais bien implémenter PageJoin dans le wallet sur lequel je travaille, donc le Bullbucket Wallet. Et c'est quelque chose, même 30 minutes avant de faire ce space, j'étais en train de parler avec un développeur pour discuter d'un grant. Un grant pour développer une librairie PageJoin pour Cyphernode et pour notre librairie en Flutter, en Rust Flutter. Donc voilà, donc PageJoin c'est génial et je pense que s'ils bannissent PageJoin, ils bannissent Bitcoin, right? C'est fini là, right? Donc s'attaquer à PageJoin, c'est s'attaquer à un self-custodial Bitcoin wallet. Donc pour moi, si tu as un self-custodial Bitcoin wallet, t'as pas plus de risque à rajouter PageJoin. Et PageJoin aussi peut être l'angle de PageJoin aussi, c'est que c'est un UTXO Consolidation Mechanism. C'est une manière de faire des transactions PageJoin te permet de consolider tes UTXO. Donc, tu peux faire des PageJoin sans nécessairement vouloir avoir plus de vie privée. Tu peux faire des PageJoin uniquement parce que tu essaies de consolider tes UTXOs. Donc, il y a un angle aussi de marketing pour moi que le PageJoin, et c'est l'angle que PageJoin eux-mêmes prennent. Tu regardes, il y a un gars qui travaille là-dessus qui s'appelle Dan Gould.
qui est un développeur en privacy Bitcoin très, très prolifique. Et il a publié beaucoup de recherches là-dessus, comme quoi, en tant que commerçant, en tant que la personne qui reçoit des paiements Bitcoin, utiliser PayJoin te permet de consolider tous les petits UTXO que tu as reçus et de partager le coût de cette consolidation avec le client qui te fait le paiement. Donc, il y a un angle totalement white hat au PayJoin. C'est vraiment une belle affaire, je trouve. Merci de la question. Justement, je pense que PayJoin va probablement reprendre. C'était un peu mort, hein, PayJoin aussi. Donc, Wasabi, c'était genre, il y a 3 wallets qui utilisent PayJoin. Il y a Join Market, Wasabi et Blue Wallet, je crois. Et il y a BTC Pay. BTC Pay comme étant, BTC Pay pour recevoir et aussi pour envoyer. Donc, il y avait un genre de problème où est-ce que les wallets, quand ils intègrent des trucs comme ça, bon, ben, tu sais, ça vaut juste la peine d'intégrer PayJoin s'il y a plusieurs wallets qui ont intégré PayJoin aussi. Et la version PayJoin de Samurai n'était pas compatible avec celle de Blue Wallet, de Wasabi et de Join Market. Donc, il y avait un peu de la merde là-dedans, mais ouais, je pense que ça va reprendre beaucoup d'importance, PayJoin. De petit à petit. Merci beaucoup pour ta question. En tout cas, on a appris beaucoup de trucs. Merci à vous. Ok, et quelle meilleure manière de finir que d'avoir une question, une intervention de science? Tu peux y aller, mon ami. Salut à tous. Merci pour le micro. Merci pour ce space qui est d'un excellent niveau. Je me régale. Écoute, en vérité, j'étais monté en premier lieu pour dire quelque chose que GG a dit. On parlait des CoinJoin Wars. Et ça a été un petit peu l'événement qui a fait que tout le monde s'est intéressé au CoinJoin et que c'est devenu intéressant. Et c'est devenu également la stratégie primaire de Samurai Wallet, qui était un petit peu, on va dire, agressif, marketingment parlant, qui avait surfé un petit peu sur cette vague et puis qui continuait tout ce temps-là. C'est peut-être ce qui leur a porté préjudice à la fin. Bon, voilà, c'était une petite remarque, mais en vérité, je voulais la rebondir sur ce que disait Francis. Avec les PayJoin, c'est très important. C'est le fait que, pour l'instant, ne sont pas inquiétées les pratiques qui ne nécessitent pas un coordinateur central. Je dis pour l'instant parce que Gilles a aussi fait la remarque que tôt ou tard, on pourrait considérer le full node comme un money transmitter. Hein. Donc, voilà, ça c'est important de noter ça. Donc les pratiques de privacy qui ne nécessitent pas l'intervention d'un coordinateur central ne sont pas inquiétées. C'est d'ailleurs pour ça, je crois bien, que Samurai est toujours disponible hein, si on a l'APK et qu'il est possible d'utiliser PayJoin notamment. Mais on a entendu parler du swap XMR aussi. Je pense qu'il est toujours disponible car il ne nécessite aucun coordinateur central. Voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de questions, mais je suis venu intervenir comme ça. T'as bien fait, t'as bien pour fait. ton intervention d'ailleurs. Il y a David Saint-Onge qui m'a envoyé un message tout à l'heure et qui je pense c'est important aussi de noter que Wasabi, ils avaient mis en place un filtre en fait pour blacklister les adresses des personnes qui étaient blacklistées par le régulateur et malgré ça, ils ont dû shut down leur service. Donc c'est assez intéressant de constater que même quand on comply un minimum avec ce que le régulateur nous dit de faire, et ils se sentaient quand même en risque et ils ont quand même terminé par shut down leur service, quoi. Ouais, et ça c'est en fait c'est très intéressant qu'ils l'aient fait. Moi, quand ils l'ont fait, j'ai trouvé ça pathétique complètement. Quoique en rétrospective, bon, c'est un peu difficile, sachant ce qu'on sait maintenant, de les traiter de peureux là, parce que moi j'étais complètement choqué quand ils ont fait ça. Et ils marchaient leur filtre, hein. Donc j'en avais discuté avec des gars de Wasabi et c'était pas fake là, leur truc là. Ils filtraient vraiment, ils essayaient vraiment activement de les filtrer. Je sais pas exactement qui filtrait. J'imagine que les Nord-Coréens, les Iraniens ou whatever. Et c'était une mesure qui finalement ne servit absolument à rien.
Donc voilà. C'est une bonne remarque. Donc, even if they try to comply a little bit, et c'est pour ça d'ailleurs que, tu sais, d'avoir retiré l'application du App Store des États-Unis, je crois que c'est et A5, on peut peut-être finir là-dessus avec A5 et Phoenix. Donc, A5, ce qui m'a poussé à écrire ce blog post, c'est que les gens ont critiqué A5, une compagnie française, de les accuser d'avoir été peureux et d'avoir overreact. Il y a eu des personnes super high profile sur Twitter qui disaient Ouais, non, mais. the French are the first to surrender. Ouais. Tu sais, j'ai vu ça, je suis comme go fuck yourself. Tu sais, je veux dire, moi, en aucun cas est-ce que c'est Surtout sûr venant que d'un Chinois, quoi. Ouais, non, en aucun cas est-ce que j'aurais jamais offert mon app aux États-Unis. Là. Moi, les États-Unis, ça me terrifie complètement, surtout que j'ai de la famille là-bas et je vais souvent aux États-Unis. Et franchement, chaque fois que je traverse la frontière, il y a des trucs dont j'ai jamais parlé en public relatifs à Bitcoin, mais j'ai eu de la merde à la frontière aux États-Unis. Puis très souvent, je me fais mettre de côté et non, ils ouvrent mon sac, etc. Là, moi, ça me fout la trouille les États-Unis. Ça m'arrive. Ouais, moi, en allant, une histoire pour un autre jour, mais en allant à une conférence Bitcoin, j'en ai mangé de la merde. Ils m'ont accusé de toutes sortes de trucs. Et ouais, pour terminer, même d'avoir retiré ça à 5, je pense qu'ils ont en fait, en faisant ça, ce que tu fais, c'est que tu deviens pas le low hanging fruit, right? Tu te retires comme étant la cible la plus facile, mais s'ils veulent vraiment trouver quelque chose, ils vont le trouver. Et Wasabi, évidemment, ils l'ont fait volontairement. Ils n'ont pas été forcés de le faire, mais je pense qu'il y a personne qui croit sincèrement que Wasabi aurait survécu là, les prochains mois. Là. C'était écrit dans le ciel et qu'ils fassent leur chain analysis ou non, c'était écrit dans le ciel qu'ils allaient devoir fermer. Ou s'ils n'allaient pas devoir fermer, il aurait fallu qu'ils se barrent. Je sais pas c'est quoi en même. Je sais même pas s'il y a un endroit aux États-Unis. Je sais même pas s'il y a un endroit dans le monde où les États-Unis vont pas vous retrouver. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que El Salvador peut-être, même El oui, Salvador. il faudrait aller dans une État qui n'a pas de relation diplomatique avec les États-Unis, parce que Do Kwon, le mec, le shitcoiner qui faisait, je crois, les USDT, là, les UST, Luna, pardon, ouais. le stablecoin, lui, Luna exactement, lui, donc du coup, il est allé au Monténégro. Le Monténégro, il n'y a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis, mais il s'est fait arrêter au Monténégro pour soi-disant un faux passeport, donc quelque chose qui est, d'après moi, d'une certaine manière, probablement téléguidé par les États-Unis. Et là, ils sont dans une bataille judiciaire pour le faire extrader aux États-Unis. Et apparemment, il est en train de perdre, donc il va sûrement se faire extrader aux États-Unis. Donc même dans les pays où il n'y a pas de... Ce qui est intéressant, c'est que l'accusation de base, je crois qu'elle venait de son pays de nationalité, de la Corée du Sud. Oui. Qui devait être complice. Oui, il y a les deux qui veulent les extrader, la Corée du Sud et les États-Unis. Mais apparemment, il est en train de perdre pour les deux. Donc même dans les pays où il n'y a pas d'accord d'extradition avec les États-Unis, ça fonctionne pas. Donc à moins que tu sois sous protection gouvernementale en Corée du Nord, en Iran ou en Russie, partout dans le monde, en gros, c'est mort. Je me demande si Bukele continue. Tu sais, ça serait très intéressant de savoir si Bukele is LARPing or not. Hein? Si jamais tu avais un Bitcoiner au El Salvador qui a une demande d'extradition parce qu'il a écrit du software inconvenient to the American authorities, est-ce que le Salvador va prendre son... ça, c'est le test ultime. Hein. C'est le test ultime, ouais. On aimerait bien. C'est littéralement impossible. C'est littéralement impossible dans le sens où l'El Salvador n'a pratiquement pas d'armée, ils n'ont pas la bombe nucléaire, et si des pays comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ils peuvent se permettre d'agir là-dessus, c'est qu'ils ont une armée, et que bon, l'Iran, on ne sait pas, mais plus ou moins, ils ont la bombe nucléaire. Je pense qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui veut partir en conflit ouvert avec les États-Unis là-dessus. Ouais, clairement. Je pense que GG a raison, dans le sens où Bukele, il est en mission pour libérer son peuple, on va dire. Et je ne sais pas si ce serait un bon arbitrage de vouloir défendre à tout prix quelqu'un qui est accusé même à tort, qui s'est installé sur son sol, voilà, d'être money transmitter ou de faire du money laundering, à la fois en question d'image, parce que ça plomberait encore le Salvador une fois de plus avec un abattage médiatique, mais voilà, est-ce que ça vaudrait le coup pour lui de sacrifier l'avenir de ce qu'il est en train de construire pour
pour un développeur, par exemple, je ne suis pas sûr, Francis. Ah, clairement pas. Clairement pas. Il n'y a personne qui va tuer sa carrière politique pour sauver un Bitcoiner. On n'est pas encore rendu là. Et dis-moi, tu parlais de low hanging fruit. Est-ce que tu penses pas que du coup, faudrait que ça motive un petit peu les développeurs à fabriquer des solutions qui, par design, ne peuvent pas identifier un coordinateur central? Parce que bon, même on parle de Whirlpool et qui avait prévu de décentraliser son architecture, il y avait quand même Soroban et à chaque fois un coordinateur qui prenait, je pense, par pool le relais. Donc c'était aussi prendre le risque d'identifier ce mini coordinateur-là à chaque fois et de lui tomber dessus. Donc est-ce qu'on a une solution? Est-ce que techniquement parlant, on a une solution ou un avenir possible de ce genre d'interaction financière complexe qui ne soit pas voilà, dont le coordinateur désigné ne soit pas répréhensible? Ben, il y a une solution qui est live. Je te laisserai répondre, Francis, juste pour prévenir tout le monde. Après cette réponse, on va remballer tout ça. Vas-y. Ouais, bon, ben, parfait. On va tomber sur une note plutôt positive. Ben, il y a une solution au problème du coordinateur centralisé. C'est le système de joint market, qui est le système de coordination spontanée par les forces de marché. D'ailleurs, joint market, il y avait des stats sur il y avait combien de Bitcoin qui étaient CoinJoin avec Wasabi, combien qui étaient CoinJoin par Samurai. Je crois que les dernières stats que j'avais vues, bon, je sais pas à quel point elles étaient réelles, mais c'était les stats qui étaient générés par un software qui était développé par Wasabi. Je pense que Samurai, il y avait 700 ou 800 ou autour de 1000 nouveaux Bitcoins qui étaient CoinJoin à chaque mois. Puis quand je parle de nouveaux Bitcoins, c'est excluant les remixes. Wasabi, il y avait 2 ou 3 000 Bitcoins qui étaient mixés à chaque mois. Et de mémoire, quelqu'un m'avait dit que Join Market, c'était déjà plus gros. Hein. Donc, il y avait plus de volume sur Join Market. Quand tu regardes en ce moment, tu as quand même 550 Bitcoins qui sont dans le Join Market Fidelity Bond. Donc, ça, c'est des gens qui ont mis leur Bitcoin à la disposition de... En fait, c'est les market makers. Là. Si on prend l'analogie du marché, en fait, c'est pas une analogie, c'est littéralement un marché avec des bids et des asks. Là. Donc, eux, c'est les market makers. Il y a quand même 550 bitcoins qui sont gelés avec des time locks cryptographiques pour être à la disposition de gens. Écoute, je regardais les stats de Join Market aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être un bon moment d'essayer de comprendre comment Join Market fonctionne. Et si je regarde, il y a un order book, hein, nixbitcoin.org/orderbook. Tu peux voir les ordres en ce moment et il y en a des bitcoins à mixer qui mixent dans Join Market. Donc, la solution, évidemment, c'était de décentraliser ce système. Et comme le dit Nick Szabo, ben, third parties are security holes. Hein? Donc, l'idée, c'est d'éliminer le third party. Et la contrepartie, c'est que c'est beaucoup plus difficile à utiliser. Donc, voilà, Join Market existe, mais c'est pas accessible aux normies. Et c'est ça le downside. Ok, super. Bah, merci pour tes précisions, Francis. Gilou, t'avais rien à rajouter, c'est bon? Non, juste que j'étais très content d'avoir fait ce space avec vous. On a appris plein de trucs et puis disons j'espère qu'à l'avenir, on va tirer des leçons de tout ça. Typiquement sur le dernier sujet, Join Market, qui est aujourd'hui assez aride pour l'utilisateur. On sait qu'on peut peut-être résoudre ça avec du code. Hein. Donc voilà, j'espère que ça va motiver des gens à travailler sur ces sujets-là. Mais je reste quand même, on va dire, optimiste pour la suite, même si ce qui nous arrive en ce moment est pas terrible. Mais en tout cas, encore merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont posé des questions, à Francis, bien sûr, Théo et GG, bien sûr. Donc voilà, j'espère qu'on se refera ça bientôt. Ouais, carrément. De toute manière, je pense que s'il y a des sujets qui en valent la peine, on essaiera de refaire ça. Donc, on parlera probablement pas des DYD de Sailor, mais dès qu'on aura un truc intéressant,
on enchaînera là-dessus. Et merci encore à tout le monde de s'être connecté. Merci beaucoup à tous ces intervenants de qualité. Surtout, merci beaucoup à Francis. Du coup, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous rappelle, c'est le fondateur et le CEO de Bull Bitcoin. N'hésitez pas à voir ce qu'ils font, même au-delà de leurs produits, tous les projets open source auxquels ils participent et tous les outils qu'ils aident à build. Aussi, je vous invite à suivre Francis sur Twitter. C'est un des mecs les plus crus. Donc, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, il y a toujours des commentaires intéressants sur ce qui se passe dans Bitcoin et même ailleurs. Et du coup, merci encore à tous vraiment d'être venus. Et comme le dit très bien notre général Cadignan, Bitcoin est assiégé, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance Bitcoin ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Donc on vous retrouve bientôt. Merci à tous, ciao.